tout plaquer quand ça fonctionne. C'est exactement ce qu'a fait Stan Leloup. En fait, j'ai trop complexifié, j'essaie de faire trop de trucs différents. Et en fait, des trucs qui marchent pas, mais il y en a toujours un qui marche pas et j'ai toujours un truc qui me revient sur la tête. Et en fait, j'en avais marre et je me suis dit, je vais tout bazarder. Vous le connaissez probablement pour Marketing Mania, sa chaîne YouTube qui est incontournable. Mais en 2025, il a tout mis en pause. Plus de lancement, plus de nouveaux programmes et 70% de son chiffre d'affaires disparu volontairement. Il y a trop de vecteurs en fait de problèmes, de trucs. Il y a toujours une personne qui va pas, un truc qu'il faut résoudre et tout. Et tout ça, je vous avoue que ça m'a beaucoup interrogé. Dans cet épisode, Stan revient en détail sur ce pivot central, pourquoi il a quitté un business ultra rentable pour créer un logiciel. Si vous êtes un entrepreneur web, créateur ou à la croisée de tous ces chemins, écoutez bien ce que Stan explique et qu'on n'entend jamais sur la création de formations en ligne. Touloulouloulou, touloulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. Bonjour Stan. Bonjour, Paul. Je suis ravi vraiment de t'avoir là. Ça me plaisir. Je sais pas comment dire. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu veux te présenter rapidement au cas où il y en a qui, par miracle, ne te connaissent pas encore? Ouais, je m'appelle Stan Leloup et j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui a un peu plus de 480 000 abonnés sur YouTube, sur laquelle je parle de psychologie humaine et en particulier comment gagner de l'argent grâce à la psychologie humaine. Pendant des années, j'ai vendu beaucoup de formations. J'avais un business qui a fait des millions sur la vente de formations. En parallèle, j'ai construit un logiciel qui s'appelle Schoolmaker, qui aide les formateurs à créer des formations qui se vendent mieux en ajoutant de l'accompagnement, une communauté et toutes les choses que les gens veulent acheter quand ils achètent des formations. Et dernièrement, je continue à faire ma chaîne YouTube Marketing Mania parce que ça reste un grand plaisir de faire ces vidéos. Mais je fais beaucoup moins de formations qu'avant et je suis quasiment entièrement concentré sur mon logiciel Schoolmaker. Trop bien. Et tu m'as fait une super intro parce que je voulais justement aborder aujourd'hui la partie vente de formation, qui est comme ça que moi je t'ai connu via ta chaîne YouTube et tes ventes de formation. J'en ai acheté plusieurs. Et le pivot que tu es en train de faire autour de Schoolmaker. Donc, comment tu as créé Schoolmaker? Pourquoi Schoolmaker? Et comment tu divises ton temps, j'ai l'impression, de plus en plus vers Schoolmaker, en laissant un peu, pas de côté, mais en diminuant ton temps sur les formations. C'était les points que je voulais aborder aujourd'hui, ça te va? Ouais. Dis-moi si tu veux commencer par un point en particulier là-dessus. Si tu veux une histoire que je peux te raconter juste avant ça, mais Vas-y. tu vois, le Marketing Mania, c'était pas mon premier business. Et en fait, j'ai déjà vécu ce Ouais. truc d'avoir un projet et après de monter un deuxième projet et d'avoir un peu ce moment de flottement entre les deux. Avant de monter Oui. Marketing Mania, j'avais créé un site qui s'appelait Séduction Academy. Et là, j'ai vraiment une espèce de flashback de quand j'avais peut-être 23 ans, tu vois, que je travaillais sur mon site de séduction. Ouais. Je gagnais ma vie, tu vois, je gagnais 5 000 7 000 euros par mois, donc je gagnais ma vie avec, j'arrivais à en vivre, mais j'avais l'impression que je Trop bien. plafonnais un peu parce que j'avais pas masse de trafic, j'étais pas très fort en référencement organique. À l'époque, je faisais pas de vidéos, tu vois, je plafonnais un peu sur mon site et je me dis, il y a peut-être une plus grosse opportunité quelque part pour moi. Et la manière dont ça s'est fait, la transition vers mon site de marketing, c'est qu'en fait, j'ai un peu abandonné ce que je faisais avant. Et en théorie, j'essayais de jongler les deux, en fait, mais c'était tellement difficile de jongler les deux que quand j'ai vu que l'autre fonctionnait, j'ai dû faire un peu cette transition. Et, et j'ai un peu cette même sensation où pendant longtemps, j'ai essayé de jongler la vente de formation et Schoolmaker. Schoolmaker étant la partie de mon business, c'est pas la plus grande partie. La vente de formation est encore plus grosse que Schoolmaker en termes de chiffre d'affaires sur En l'année chiffre 2024. d'affaires? Ok. Ouais, en chiffre d'affaires. Mais en termes de croissance et de trajectoire, Schoolmaker avait une meilleure trajectoire. Et à un moment, je me suis dit, ça a du sens de faire un sacrifice d'un truc qui marche pour aller sur un truc qui sera beaucoup plus gros dans le futur, même si actuellement, il est encore un peu plus petit. Et comment ça se passe émotionnellement, ce changement? Parce que je le vis, alors à des échelles complètement différentes, Ouais. mais j'avais un premier site qui tournait bien, que je suis en train petit à petit de couper pour me concentrer sur le projet que je fais actuellement. La raison, elle y est, je l'ai. Émotionnellement, c'est un bazar pas possible. Tu vois, j'ai l'impression de tuer un bébé. Enfin, je suis pas à l'aise encore avec l'idée. Comment toi, tu le gères la première fois avec la séduction? Et là, même si tu tues Et pas du les coup, c'est quoi formations, mais ta raison tu te pour concentres sur changer l'autre. de projet? Comment est-ce que tu réfléchis? Ouais, il y a eu le côté où, d'un point de vue financier, je pense qu'il y a un plus gros potentiel sur l'autre. Ouais. Et d'un point de vue, après, je me sens que j'ai fait un peu le tour du premier sujet, que ça m'excite moins.
Il y a moins ce côté nouveau, mais ça reste mon premier bébé quand même, tu vois. Ouais. Bah, écoute, je pense que tu as mis le point sur les deux raisons. Que ce soit à l'époque de mon site de séduction, je dirais que le problème que j'avais avec ça, c'est vraiment un marché de débutants. C'est un marché de gens qui ne savent pas du tout comment aller dans un premier rendez-vous, qu'est-ce qu'ils vont dire, si je trouve une femme qui m'intéresse, qu'est-ce que je lui dis, comment je lui parle, etc. Des trucs qui sont intéressants. C'est intéressant d'aider des gens qui ont une grande timidité. C'est intéressant fondamentalement en termes, tu vois, en termes de coaching, de comment aider ces gens, qu'est-ce que tu leur apportes, et développer une espèce de méthode, etc. pour quelque chose que certaines personnes feraient de manière intuitive et essayer de l'enseigner aux gens. C'est intéressant. Mais tu découvres qu'une fois que tu dépasses ce niveau, il n'y a plus personne. Il y a personne qui est un peu normal, qui se débrouille à peu près, qui se dit non, je vais faire une formation en séduction pour vraiment devenir encore meilleur. Tu vois, ça existe Ouais. vraiment. Il n'y a pas Le de marché boss de la dessus. séduction. Ouais, il n'y a pas de marché. Ce qui veut dire qu'en fait, bah, tu vas te retrouver à répondre aux mêmes questions toute ta vie. La question de la phrase d'approche, la question de qu'est-ce que je dis en premier rendez-vous, qu'est-ce que j'envoie dans un texto, comment je propose à quelqu'un. Voilà. Et il y avait cet élément, et puis il y avait cet élément de me dire, bon, à l'époque, moi, j'avais un problème de positionnement sur le domaine de la séduction qui était quand même, moi, j'ai commencé le site quand j'étais étudiant. Il n'y a pas beaucoup de mecs de 35 ans qui veulent apprendre la séduction chez une personne de 23 ans, ce qui est normal. Ce qui veut dire que mon marché avait des fonds qui étaient limités. Tu vois. Il y a des gens dans la séduction qui peuvent vendre des coachings extrêmement chers. Parce que tu vends un mec qui est middle manager, qui bosse dans une boîte du CAC 40, qui est trader, qui machin. Un gars qui est entrepreneur, tu vois, qui a grindé de l'entrepreneuriat, qui maintenant a 37 piges, qui vient de revendre sa boîte dans la tech, etc. Tu peux lui vendre un coaching de séduction à 5, 7, 10 000 euros peut-être. Tu vois, c'est possible. Donc, il y a la possibilité pour des gens de faire des volumes. Mais moi, à 23 ans, j'avais pas du tout accès à ce marché, ni la capacité de leur proposer quoi que ce soit, si tu veux. Donc, moi, je vendais à des étudiants, ce qui veut dire que mon produit n'était pas extrêmement cher, ce qui veut dire que je me sentais un peu plafonné à ce niveau-là. Par contraste, sur la vente de formation marketing, ce qui est intéressant, c'est que aussi avancé que tu sois, il y aura toujours une personne qui veut plus de conseils. Tu vois, il y a évidemment un milliard de personnes qui veulent la meilleure idée de business ou comment lancer un business ou comment avoir mes 1000 premiers abonnés sur YouTube. Il y a un marché qui est énorme. Mais si tu dis, OK, bonjour, je fais un site et je donne des conseils en marketing et je m'adresse uniquement à des gens qui font 100 000 euros et plus, il y aura encore un marché parce qu'il y a plein de gens qui sont dans ce marché qui sont prêts à te payer. Si tu dis, OK, je fais 1 million et plus, tu peux. Alors qu'il n'y a pas l'équivalent dans d'autres domaines, tu vois, ou dans la perte de poids, tu vois, c'est pareil. Dans la perte de poids, le marché, c'est les gens qui veulent perdre leur poids. Si tu vends un truc d'optimisation pour les gens qui sont super avancés, etc., il n'y a pas de marché. Le marché est trop petit, mais ils n'ont pas, de manière commensurable, beaucoup plus de volonté de payer. Parce que je veux dire, une personne qui débute la musculation, il y en a beaucoup. Une personne qui est dans le top 1% des gens qui font de la muscu, il n'y en a que 1%. Et en plus, cette personne va peut-être probablement pas payer un coaching à 25 000 euros juste pour améliorer un petit peu plus, sauf s'il est bodybuilder professionnel. Et tu vois, dans beaucoup de domaines dans la vente de formation. Et donc, le domaine du marketing, ou potentiellement il y en a d'autres, mais en tout cas, le domaine du marketing, c'est un domaine où tu peux continuer à te renouveler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apporté pendant le temps, parce que moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai commencé. J'ai une notification l'autre jour quand j'ai commencé mon podcast. Donc, ça fait un peu moins de 10 ans que je suis sur YouTube parce que j'ai commencé en 2016 sérieusement. Mais mon podcast, j'ai commencé en 2015. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sous la marque Marketing Mania, que je crée du contenu, que j'ai fait un podcast et j'ai commencé à vendre des formations en 2016. Donc, je suis pas totalement à 10, mais pas mal. Ça m'a porté pendant 10 ans. Mais il y avait ces deux éléments. Le premier, c'est que donc, tu avais mentionné deux éléments. Le premier, c'était tu as l'impression d'avoir fait un peu le tour de ton sujet. Et le deuxième, c'était, tu penses qu'il y a une opportunité financière qui est plus grande. Donc, moi, quel est mon problème actuellement si les gens ont vu ma chaîne YouTube, je fais du contenu assez pointu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des analyses. Et au fil du temps, mes vidéos deviennent de plus en plus pointues, de plus en plus longues. Et elles continuent à faire beaucoup de vues parce que je fais le hack d'analyser des trucs qui sont intéressants et qui sont cliquables sur YouTube. Donc là, j'ai sorti récemment une vidéo où j'analyse le manuel de manipulation du KGB, mais je vais analyser un peu ligne par ligne des systèmes de manipulation, le comparer à d'autres trucs, etc. Ça reste du contenu qui est assez pointu. Donc la vidéo peut faire 180 000 vues, ou je me souviens plus exactement combien, parce que c'est le manuel de manipulation du KGB. Mais fondamentalement, ça reste du contenu qui est assez pointu. Et les gens qui sont intéressés par ce type de contenu d'analyse marketing, de persuasion, etc., généralement, en 10 ans de vidéos virales, ils m'ont trouvé.
Donc évidemment, il y a encore des gens qui rentrent dans l'écosystème. Il y a des gens qui débarquent aujourd'hui, qui se disent ah merde, c'est chiant d'avoir un boulot, je vais me lancer dans le business en ligne. Il y a des jeunes qui débarquent, etc. Mais fondamentalement, si tu veux, mon marché, je l'ai assez bien touché. Ouais. Et j'ai pas la volonté. Pendant un moment, j'avais commencé à faire des shorts et c'était juste Oui. n'importe quoi. Et je faisais des shorts, je faisais 1 million de vues. Je crois qu'en un mois, j'avais genre 35 millions de vues. J'ai pris 50 000 abonnés. Mais en fait, les shorts, ça m'intéressait pas en fait. Tu vois, c'est pas le contenu que moi j'ai envie de produire. Donc je pense qu'il y a toujours un truc où tu peux probablement. C'est faux de dire qu'il y a que 500 000 personnes en France qui sont intéressées par le marketing, etc. Il y en a probablement plus. Enfin, il y a Yomi Denzel, peut-être c'est le seul exemple de personne qui a été au-delà du million sur ce type de marché, mais tu vois en quoi il a élargi le sujet. Parce que si Yomi Denzel te faisait des tutoriels de dropshipping, il n'y a pas 1 million de personnes qui veulent regarder des tutoriels de dropshipping. Par contre, il y a 1 million de personnes qui peuvent être intéressées par le lifestyle et les voitures. Ce qui n'est absolument pas une critique de Yomi Denzel, c'est juste un élément de dire euh, concrètement, c'est plus une critique du public en fait, de combien de personnes peuvent être intéressées par un sujet. Donc c'est énorme, tu vois, que moi j'ai 500 000 abonnés, je suis ultra content et mon business il tourne super bien, mais je comprends que sauf si je veux totalement changer ma manière de faire du contenu, mon business il commence à arriver à un certain niveau de maturité. Et de l'autre côté, j'ai passé des années à développer une ligne de produits, à développer des éléments, etc. Et j'ai construit à peu près les produits que je veux. Et donc en gros, j'arrive sur un business qui est mature. Donc mon business qui est mature, je peux soit continuer à le faire tourner et à prendre du cash flow tous les mois. Et puis moi j'investis beaucoup donc dans des investissements extrêmement chiants. Donc je fais beaucoup de bourses. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends le cash flow de mon entreprise et je le mets en bourse parce que je ne sais pas comment réinvestir tout cet argent dans mon entreprise. Ouais. Et donc je peux continuer comme ça et je peux continuer longtemps. Le problème, tu vois, c'est que quand tu commences à te projeter et si tu es une personne avec un peu un tempérament créatif qui aime bien faire des choses et tout, tu dis bon bah ok, bah, je sais exactement comment mes 5 prochaines années elles vont se dérouler. Je peux prédire très précisément mon taux de croissance, le type de produit que je vais lancer. Je sais exactement ce que je vais faire jour par jour et le type de vidéo que je vais faire, etc. Toute la formule, en fait, elle est craquée. Et sauf si j'ai envie de totalement réinventer la formule en faisant un type de contenu totalement différent ou en changeant totalement d'audience. Voilà. Donc il y a ce côté où, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du business model et de l'avoir compris, et d'avoir compris mon marché, compris mon business, compris mes produits, compris YouTube, etc. Et je sais que je peux continuer à faire la même chose, avoir les mêmes résultats, mais que je continuerai pas, parce que pendant des années, je faisais la même chose, et chaque année, le chiffre, il augmentait, tu vois. Donc, un an, je faisais des vidéos, j'avais 50 000 abonnés. L'année suivante, j'en avais 100 000. L'année suivante, j'en avais 160 000. L'année suivante, j'en avais 220 000. Tu vois ce que je veux dire? Je faisais toujours la même chose et ça continuait à grandir. Et là, je sens, OK, il faut faire quelque chose de nouveau. Donc, soit je reste dans ce que je fais, soit je fais un truc nouveau. Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Aujourd'hui, quel est le business model? Quel est le seul business model qui peut être plus attractif que de vendre des formations? Parce que vendre des formations, ça reste un business model. C'est dur à faire fonctionner parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que essentiellement tu vends quelque chose qui est très difficile à quantifier, etc. Mais si tu peux le faire marcher, c'est un business model avec quand même beaucoup de potentiel de chiffre d'affaires, jusqu'à un certain plafond qui se trouve autour de quelques millions par an sur du marché francophone, mais tu as quand même beaucoup de potentiel, avec des énormes marges, avec grosso modo des opérations qui sont extrêmement simples. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes avec qui je fais le podcast Le Trilliard, Paul, un énorme business, ils ont dépassé 30 millions par an, mais c'est du Amazon FBA, et tu comprends le niveau de complexité minimum que tu prends pour jouer dans un domaine, dans l'e-commerce, que ce soit sur Amazon ou sur du dropshipping ou sur ton propre site, etc. Le niveau de complexité minimum versus faire des vidéos sur YouTube et vendre avec un assistant tes formations. Donc, la vente de formation, business model attractif. Donc, du coup, je vais probablement pas aller faire une agence, tu vois. J'ai probablement aujourd'hui pas la patience, très honnêtement, d'aller faire une agence ou de l'e-commerce, tu vois, ou des modèles qui sont, selon moi, ou un ratio donc, qui peut faire des très beaux business. C'est pas un critique du business model, c'est juste que le ratio complexité versus résultat, il est assez élevé. Il y a beaucoup de complexité que ça. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais après avoir fait de la formation, je suis un peu pourri gâté et j'aime bien avoir un business qui est simple. Quel est le seul business model qui est meilleur que ça? C'est de vendre un logiciel avec un abonnement, à mon avis. Pourquoi? Parce que une des rares faiblesses du business model de formation, il y a 2 grandes faiblesses, on va dire. La première faiblesse, c'est ça dépend de toi en tant que personne. C'est difficile d'avoir un business de formation qui ne dépend pas d'un influenceur, d'un créateur, etc. Versus, tu peux avoir une marque e-commerce et personne ne... Tu vois, c'est pas le créateur du slip français qui a besoin de faire des vidéos. Tu vois, si le mec il disparaît, s'il revend sa boîte, bah, personne ne se rendra compte, les clients ne se rendront pas compte parce que la marque perdure. Pour le meilleur ou pour le pire, une marque de formation est quasiment tout le temps incarnée par son créateur. Et c'est le cas même si tu regardes tu vois, des énormes business de formation qui ont plein de formateurs comme Mindvalley.
le Ouais. créateur Vichen, il est toujours présent, etc. Mais bon, eux, sont un peu sortis du moule, mais même des gros business de formation où tu as un mec qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé, c'est Ramit Sethi de I Will Teach You to Be Rich, Mm. qui a maintenant son propre show sur Netflix. Il a un podcast où il interviewe des couples sur l'amour, il interviewe des couples sur l'argent, Sur la qui est assez relation argent, incroyable. ouais. Ouais, il interviewe sur l'argent et combien ils dépensent et tous leurs problèmes, tous leurs disputes d'argent. Et c'est un gars, voilà, probablement, tu vois, il est monté jusqu'à peut-être 10 millions par an de ventes de formation, mais il a sa marque, mais sa marque, ça pourrait aussi s'appeler Ramit Sethi, ça fait pas de différence. Et même si j'appelais mon business marketing mania, j'aurais pu me l'appeler Stan Leloup, ça fait peu de différence. Donc voilà, ça c'est une des deux faiblesses du domaine de la vente de formation. La deuxième faiblesse étant, c'est compliqué de créer du revenu récurrent. Donc tu peux avoir Mm. des clients qui reviennent et qui rachètent, euh, mais combien de produits tu vas créer à un certain point, ils vont acheter ce qui les intéresse. Et toi, tu as dit ce que tu avais à apporter aussi, tu vois. Je peux pas aider les gens sur tous les domaines de leur marketing. Mm. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne Schoolmaker et qui avait pas mal fait parler. Euh, dans l'immense majorité des cas, faire des formations par abonnement ne marche pas à cause du problème de churn, c'est-à-dire que les gens ne restent pas assez longtemps pour rentabiliser. Il y a plein de gens qui l'ont essayé et généralement ça ne fonctionne pas. Il y a des rares exceptions, mais généralement ça fonctionne pas trop. Et moi j'avais Tu veux essayé à un dire moment que donné. Vas-y. toi, en tant que créateur, ça te rapporterait plus de la vendre cher en une fois que Oui. si tu te dis ils vont rester tous les mois et du coup tu gagnes moins par client. Ouais. Donc en gros, tu vois, voilà, tu vends une formation à 1 000 euros. Et tu dis, ouais, une Mhm. formation 1 000 euros et tout, c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passerait si je faisais une formation à la place de vendre 1 000 euros, je vais la vendre 99 euros par mois. Et du Ouais. coup, quand j'ai fait 10 ventes, au lieu de devoir, tu vois, faire 10 ventes par mois pour faire 10 000 euros, il suffit que j'ai 100 abonnés et j'ai mes 10 000 euros qui tombent. Et ça tourne. Et tu dis, OK, bah, si je fais 10 ventes par mois, au bout de 10 mois, j'ai mes 100 abonnés. Donc, au bout Mhm. de 10 mois, j'ai récupéré mes 10 000 euros. Et après, au-delà de ça, j'ai que du truc qui augmente à l'infini. Là, tu as fait une erreur de base. Enfin, la personne hypothétique que j'explique a fait une erreur de base. C'est de supposer que bah, les gens vont rester tout le temps. Donc, moi, ce que tu supposes, c'est que une vente a une valeur infinie, puisque le mec, il va payer pendant Mhm. 80 ans, tu vois, littéralement. Ce qui est Ouais. en fait faux. Ta vente, même si c'est sur du revenu récurrent, elle a une LTV, elle a une lifetime value, c'est-à-dire la valeur que la personne va payer sur sa vie. Et le problème quand tu vends de la formation, c'est que le gars qui aurait acheté une formation à 1 000 euros, qui aurait été très content, il va acheter ta formation, il va payer 100 euros, il va regarder un peu le contenu, il va payer 100 euros le deuxième mois, il va regarder un peu le contenu, mais il a un peu fait le tour du contenu que tu as à lui proposer. Tu vas me dire, ouais, chaque mois, je sors du nouveau contenu. Mais chaque mois, tu sors un module, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Le mec, il est peut-être pas Ouais. intéressé. Au troisième mois, ça l'intéresse pas trop. Quatrième mois, toujours pas. Cinquième mois, il se dit, bon, bah, je vais annuler mon abonnement. Parce que bah, tu peux pas être Netflix et tous les mois, parce que Netflix, tu vois, ils peuvent te vendre un abonnement parce que chaque mois, ils te sortent littéralement des 12 films. milliers de films et de séries Mhm. différents. Ce qui veut dire qu'ils peuvent couvrir à peu près tout le monde et que tu auras toujours un truc nouveau à regarder sur Netflix. En tant que Ouais. créateur de formation, créer assez de contenu pour que les gens puissent se renouveler, etc. sur ce que tu leur proposes, c'est vachement, vachement dur. Et donc, du coup, bah, finalement, tu aurais pu faire une vente à 1 000 euros avec une formation que tu as créée, tu sais exactement ce que tu vends. Et à la place, tu t'épuises à créer du contenu tous les mois pour finalement avoir l'argent sur 5 mois et au final ne faire que 500 euros et te stresser sur le churn, etc. Bref, le revenu récurrent. Donc, on arrive sur ces deux faiblesses. Ça dépend trop de ta tête et c'est difficile de faire du revenu récurrent. Donc, il faut constamment avoir des nouvelles personnes qui veulent acheter des formations. Donc, le seul business model, enfin, potentiellement le meilleur business model que tu peux avoir, c'est d'avoir un logiciel où la valeur est créée non pas par toi qui dis aux choses des gens, mais par un logiciel qu'ils vont utiliser et ils en tirent de la valeur tous les mois juste parce qu'ils utilisent le logiciel. Et c'est du revenu récurrent de manière automatique parce que les gens sont habitués à utiliser un logiciel. Et si tu continues à remplir ta promesse, bah, ils vont continuer à l'utiliser. Donc, tu as beaucoup, beaucoup moins de churn, ce qui veut dire que tu peux beaucoup mieux faire marcher ce modèle-là. Donc, pourquoi est-ce que moi je suis assez sur Schoolmaker? De longue date, moi j'avais envie de faire du logiciel parce que c'était une manière d'appliquer tes idées de manière encore plus directe. Parce que tu vois, je peux créer une théorie sur comment faire des bonnes formations et essayer de faire une formation pour expliquer ça aux gens et après, ils doivent le faire tout seuls dans leur coin. Ou alors, je peux créer un outil qui le fait pour eux et qui les aide directement à le faire. Et du coup, ils ont juste besoin d'utiliser l'outil pour avoir de la valeur. Tu vois, c'est la différence entre une formation sur comment apprendre à prospecter sur LinkedIn et un outil qui Mhm. va automatiser ta prospection LinkedIn. Tu vois en quoi Ouais. l'outil implémente les mêmes idées, mais d'une manière qui a encore plus de valeur pour l'utilisateur dans la mesure où il a besoin de faire moins de travail.
Et il a moins de chances de se planter, etc. Donc ça, c'est la longue réponse, tu vois, à la fois sur la raison, euh, le business model que j'avais actuellement, je comprends exactement comment il fonctionne, et à la fois, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel sur la partie logicielle, notamment parce que ça peut aller au-delà de moi des gens Ouais. qui me connaissent. Je vais donner un autre exemple de ça. Tu vois, j'ai 500 000 abonnés sur YouTube, mais en fait, c'est 450 000 hommes et peut-être 50 000 femmes. Ok. J'ai peut-être 10% de mon audience qui sont des femmes. Pourquoi? Parce que, en général, peut-être que la manière dont j'explique les choses, mes centres d'intérêt, mes exemples, mes références, ma manière d'expliquer juste intéresse plus les hommes, ce qui est logique parce que probablement c'est des gens qui pensent un peu comme moi et qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt que moi, versus les femmes. Et donc, ce qui veut dire que sur ma vente de formation, bah, ça va être surtout. Je pense que j'ai plus que 10% de femmes qui achètent. Je pense que les femmes qui suivent Marketing Mania achètent plus Ouais. parce que j'ai plus que 10%, mais peut-être que j'ai 20 ou 25% de clients qui sont des femmes. Mais tu vois, il y a une limitation sur mon business de formation sur qui va accrocher ou non avec ma manière d'expliquer les choses. Exactement comme je t'expliquais tout à l'heure voilà, il y a des gens qui n'ont pas envie de regarder des vidéos de 35 minutes où j'analyse un influenceur ou une entreprise. Ce qui est normal, tu vois, la plupart des gens ne regardent pas ça sur Ouais, YouTube, ils ouais. regardent des trucs beaucoup plus intéressants et beaucoup plus divertissants, ce qui est totalement Ils normal. veulent poser le Et cerveau. ouais. Mais du coup, le logiciel a moins cet élément-là. Tu n'as pas besoin nécessairement. Alors, les gens qui m'apprécient probablement vont avoir plus de chances d'utiliser mon logiciel Schoolmaker, mais tu n'as pas besoin de me connaître nécessairement ou de m'apprécier pour utiliser. Il y a plein de gens qui arrivent, on leur a recommandé Schoolmaker, ils disent ah tiens c'est cool, ça fait ce que j'ai envie de faire et ils le prennent et voilà. Donc ça, à ce niveau-là, il y a un plafond qui est plus élevé, qui est pas limité par moi, que tout le monde ne m'aime pas. Hein. Donc voilà, Tu c'est arrives à normal. juger le nombre de clients que vous avez qui viennent de toi et de Marketing Mania versus ceux qui te connaissent pas du tout et qui viennent 100% pour le logiciel. Enfin, je dis pas que les autres viennent pas pour le logiciel, mais des clients inconnus qui ne te connaissaient pas d'avant. Donc si ta question c'est exactement quelle est la proportion, Ouais, malheureusement en j'ai ordre à beaucoup de peu près. mal à avoir une Ouais, attribution parfaite sur Schoolmaker parce que j'ai beaucoup de gens qui vont juste taper schoolmaker.com et ouais. s'inscrire. Tu sais pas d'où ils viennent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas un produit, c'est pas un achat impulsif Schoolmaker. Tu vois, c'est un Ouais, achat où tu en as entendu parler, tu vois le truc, tu as checké le site, tu comprends les fonctionnalités, tu vas faire ta formation et puis un jour tu es prêt et tu vas débarquer sur schoolmaker.com. Donc à moins de demander ok. explicitement aux gens où est-ce qu'ils en ont entendu parler, euh, Mhm. j'ai du mal à attribuer l'ensemble, tu vois, de mes clients. Si je Ouais, devais, après, tu vois, on leur demande, on a quand même un truc à cocher dans l'onboarding, mais du coup, c'est imparfait parce qu'on leur demande et c'est imparfait. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même les 2 tiers de mes clients qui viennent directement de moi. Et après, si tu regardes le tiers restant, en fait, ils viennent du bouche-oreille de mes clients existants. Donc, en fait, la oui, flywheel, c'est moi qui en parle aux gens qui me connaissent. Les gens qui me connaissent utilisent. Les gens qui me connaissent en parlent aux gens qui sont autour d'eux. Et ça se propage de cette manière. Mais ça vient quand même, ok. toute la graine du truc vient de moi, mon audience. Mais aujourd'hui, si j'arrête totalement de parler de Schoolmaker, je sais que je continue à avoir une croissance tous les mois, juste sur la partie bouche-oreille. Et d'ailleurs, Propre. sur l'année sur l'année 2023, la première moitié de 2024, en fait, je Mhm. faisais essentiellement aucune promotion directe pour Schoolmaker. Ouais. Et j'avais des gens qui débarquaient tout le temps. Et autrement, voilà, je me dis, mais ces gens-là, où est-ce qu'ils en viennent? Et du coup, bah, ah, j'en ai entendu Qui parler sont ces par-ci, gens? par-là, quelqu'un m'en a parlé. Ouais. Ouais, l'attribution, c'est une grande frustration que j'ai. Hein. J'adorerais pouvoir faire comme tu peux le faire, tu vois. Si tu as un tunnel de vente, de formation où tu fais de la pub, tu sais exactement, genre, les gens, ils ont cliqué sur cette pub. Ok, cette pub, c'est le Oui. créatif et tout. En fait, parce qu'ils ont cliqué sur un lien, ils ont booké un appel, tu peux lier exactement chaque étape qu'ils ont fait. Et dans beaucoup de cas, en fait, je peux pas le faire. Donc c'est un peu une frustration de ma part sur exactement pouvoir comprendre d'où viennent les gens. Et la manière dont j'y réfléchis en matière de Schoolmaker, c'est de me dire, OK, en gros, à un moment donné, les gens vont avoir besoin d'une plateforme de formation. Est-ce que Schoolmaker est dans leur tête à ce moment-là? Je pense que c'est ça vraiment la métrique, ce qui est Mm. évidemment du coup impossible à mesurer. Mais c'est combien de personnes ont Ouais. entendu parler de Schoolmaker, savent ce que ça fait, et le moment où ils auront le besoin à laquelle on répond, ils vont se tourner vers nous. Donc moi, Ok. je peux leur en parler, quelqu'un d'autre peut leur en parler, etc. Mais une grande partie du marketing, voilà, direct, ça vient de moi. Mais on a beaucoup de bouche-oreille qui, au fil du temps, prend le relais.
Et probablement, à un certain point, plus on a une base de clients élevée, plus les efforts cumulés de tous mes clients vont dépasser, tu vois, ce que moi, je peux faire. Parce que moi, mon effort, il est relativement linéaire. Tu vois. Je touche X personnes, je sais pas, je touche 200, 250 000 personnes par mois avec mon contenu, peut-être. Et à un certain point, bah, mes clients, ils touchent plus de monde cumulé que moi tout seul. Tu Ouais, ouais, ça se tient. Et comment l'idée de Schoolmaker t'est venue? Parce que si je dis pas de bêtises, c'est un peu le logiciel. T'as créé en gros le logiciel que tu voulais utiliser, plus ou vois. Ouais. moins. Euh, Comment t'as décidé de faire ça, quoi? Bah, je Comment, t'ai dit que comment j'avais ça s'est commencé à passé faire ce des moment-là? formations il y a très longtemps. Quand j'ai commencé à faire des Ouais. formations vidéo, il n'y avait pas de Podia, il n'y avait pas de Teachable, il n'y avait que pas de système IO, ClickFunnels, rien de ça n'existait. Tu le On faisais utilisait des comment? outils du type eBook Junkie pour vendre des PDF. Il y avait un truc, Wow. One T'es un Click, ou je sais pas quoi, un dinosaure. truc d'affiliation qui te coûtait une Ok. blinde, qui était que en anglais et tout. Mais les gens l'utilisaient. Tout le monde utilisait cet outil Ouais. imbitable. Moi, j'utilisais des trucs comme eJunkie. On prenait des ventes directes sur PayPal et après, on envoyait automatiquement les accès aux gens. Enfin, il y avait rien, quoi. Et donc, du Wow. coup, il y avait pas, quand j'ai commencé à faire des formations vidéo, il n'y avait pas d'outils pour faire des formations vidéo. Euh, Aucun outil, tous les outils que j'ai cités, j'ai checké et ils n'existaient pas en 2013. Zéro. Wow. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'avais créé un site WordPress. J'utilisais un plugin WordPress qui permettait de créer les comptes des gens, que j'avais connecté Mhm. avec du Scotch, avec un système de paiement. Et je donnais accès aux gens. Il y avait un site WordPress que j'avais bidouillé un peu moi-même, avec un thème que j'avais installé moi-même et que je mettais à jour moi-même, etc. Donc, c'était le niveau où j'étais à cette époque-là. Et au fil du temps, bah, je me suis dit, OK, ça serait bien d'améliorer mon truc, de proposer plus aux gens. Donc, j'ai commencé à ajouter un forum. Évidemment, il n'y avait pas de moyen d'ajouter un forum dans mon système. Donc, j'avais un site externe, j'avais une autre plateforme que je payais pour avoir mon forum qui était totalement séparé. Et puis, à un moment donné, je voulais faire des consultations. Donc, je voulais répondre aux questions de mes clients en vidéo. Au départ, je le faisais en live Mhm. et puis après, je le faisais à distance. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est qu'on avait un sujet dans le forum. Les gens venaient et chaque semaine, ils commentaient leurs questions. J'avais un assistant, une personne de mon équipe, qui chaque jour passait environ une demi-journée par semaine, à aller sur le sujet dans le forum, prendre un screenshot de chaque question, mettre chaque Ouais. screenshot dans une slide et m'envoyer les slides. Et moi, je prenais les slides, j'enregistrais mon écran et je répondais à tout le monde sur leurs réponses. Oh, le bazar. Et après, j'envoyais ça à mon assistant qui prenait mes vidéos, qui la mettait sur le site de formation, qui découpait chaque réponse, Mhm. qui lui donnait le bon titre de la question et qui l'uploadait séparément. Ouais. Parce que je me suis dit, OK, si chaque semaine, je upload une consultation de 1 heure, 1 heure et demie où je réponds aux questions des gens, personne ne va regarder ça. Donc, les gens vont regarder leurs questions, Ouais. etc. Mais ça n'apporte pas de valeur à mes autres clients parce qu'ils ne vont pas se taper les 1h30 pour voir s'il y a un sujet qui les intéresse. En séparant tout ça sur des vidéos qui étaient séparées, ça me permettait d'avoir des sujets, d'avoir Ouais. une archive, de pouvoir taguer tout et de pouvoir tout retrouver. Donc, on avait créé ce système voilà, qui fonctionnait. On avait des centaines de consultations. Mais ça était entièrement fait de manière manuelle. Voilà. Et quand je faisais des lives, il fallait mettre les rediffusions manuellement sur le site, etc. Enfin, tout était fait de manière manuelle. Et on arrivait sur un point où moi, j'expérimentais beaucoup avec mes offres. J'expérimentais avec ce système-là pour pouvoir vendre plus cher, pour pouvoir monter mes prix. Je faisais de plus en plus de packages. J'étais passé d'un point où je vendais un ticket moyen à 500 euros à un point où je pouvais vendre. Voilà, mon ticket moyen avait peut-être doublé. J'avais mes plus grosses formations qui se vendaient à 2000 euros au plus. J'avais optimisé plein de trucs, mais derrière, le système que j'avais était du carton-pâte construit sur un WordPress. Et alors oui, j'aurais pu Ok. passer sur ClickFunnels ou Teachable ou à l'époque ce qui s'appelait Coach, ce qui est depuis devenu Podia, pour essayer de faire. Mais le problème, c'est que tous ces outils, ils étaient déjà en retard. Ils étaient encore en retard sur ce que moi je faisais. En gros, ils te permettaient de faire des formations vidéo, mais c'est tout. Il n'y avait pas de réponse aux questions, il n'y avait pas de communauté, il n'y avait rien à l'époque. Donc quand j'ai lancé Schoolmaker, on était avant que des outils comme Circle ou School existent en fait. Donc à l'époque, Ouais. tu te débrouillais quoi. Donc j'ai parlé à beaucoup de gens. J'ai parlé à des formateurs qui étaient comme moi, qui vendaient des formations plus chères, comment ils apportaient de la valeur. Et la plupart des gens avaient un développeur et faisaient du custom. J'avais discuté avec, par exemple, Wow. Alexandre Dana de Live Mentor. Alors lui, pour le coup, il avait encore plus craqué le truc. Il avait appris à coder pour coder sa propre plateforme de formation. Parce que leur modèle, c'était de faire Il s'est tout en chauffé. live. Il n'existait aucune Ouais. formation au monde à l'époque où vous pouvez faire son modèle en live et donner les rediffusions. Et les gens puissent poser des questions, ça n'existait pas. Il y avait des trucs de webinaire totalement pétés, mais c'est tout. Et donc, du coup, la plateforme n'existait pas. Donc, je me suis dit, OK,
dans tout ce que je fais aujourd'hui dans mon business, où est-ce que je vois une opportunité, où est-ce qu'il y a le plus de besoins. Donc mon pitch, qui a été depuis le départ sur SchoolMaker, c'est de dire, OK, aujourd'hui, tu vends une formation, tu vends juste aux gens une série de vidéos, ça suffit pas. On est en 2020, les gens ont besoin d'attendre plus. Donc tu vas leur donner une communauté. Ta communauté, c'est quoi? Un groupe Facebook, généralement à l'époque. Ou au mieux, si c'était super tech savvy, un Slack ou un Discord. Mais la réalité, c'est que tu payes une formation pour 1 000 euros. Ah, viens, rejoins le Slack ou le groupe Facebook. C'est une expérience qui est assez... tu vois, t'as pas Ça fait l'impression que ça bricoler en vaut plus. des milliers d'euros pour aller sur Ouais. un Slack, tu vois. Ou au pire sur un groupe Facebook, tu vois, qui est vraiment un truc, normalement, c'est gratuit, un groupe Facebook. Groupe Facebook payant, et en plus, il n'y a aucune automation. Donc, si tu as un groupe Facebook payant, tu ajoutes et tu retires les gens à la main. Tout le monde peut voir ta liste de clients et aller les scraper et leur envoyer des messages. Ton client se connecte et il a sa tante Yvonne, il a des recommandations de machin à droite à gauche, tu vois. Bref. Bah, le pitch, c'était de dire, OK, tu vas proposer à tes clients une expérience plus haut de gamme, plus premium dans ce truc-là, et ça va être le futur. Toutes les formations vont avoir une communauté. Évidemment, cette tendance sur le marché, on a beaucoup surfé dessus. On n'a pas été les seuls et elle s'est concrétisée. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens. Un autre qui a très bien capitalisé dessus, c'est School, par exemple, Sam Ovens, qui a essentiellement eu la même idée aux alentours du même moment et a lancé un produit. Aujourd'hui, on a des directions qui sont différentes, Schoolmaker et School, mais la version initiale de Schoolmaker ressemblait pas mal à ce que School en fait voulait proposer. Donc c'était surtout la communauté qu'on proposait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses parce qu'on a des étapes à débloquer sous les leçons, il y a des réussites, il y a plein de choses qu'on a été au-delà de la communauté. Voilà. Et donc c'était l'idée de dire, en fait, ce produit-là, j'en ai besoin, je l'ai bricolé moi-même, je vois plein de gens qui le font un peu en custom, mais il y a peu de gens qui vont développer leur propre plateforme de formation en custom parce que dès qu'il y a un problème, c'est pour ta tête, tu vois. Ça marche jamais du premier coup et ça coûte une blinde. Il faut que tu aies un développeur sur ton staff. Juste pour développer ça, ça vaut pas le coup. Et versus, tous les outils existants qui sont bien installés le font pas et ont peu de chances de le faire parce que c'est pas leur promesse. En fait, si tu regardes la promesse des outils, ils ont une promesse qui est différente, qui est plus... tu regardes un peu le site, par exemple, de Teachable, tu verras une promesse du type t'es fleuriste, tu vas pouvoir faire ta formation sur comment devenir fleuriste. Il y a vraiment un truc où c'est n'importe qui aujourd'hui peut partager son savoir. Parce que c'était la première vague des formations en ligne, c'était n'importe qui peut partager son savoir sans savoir coder, sans savoir développer, etc. Ce qui était un bon truc parce qu'encore une fois, moi, quand j'ai commencé à le faire, le fleuriste, il installait pas son plugin WordPress et faire ses intégrations tout seul. Donc effectivement, c'était des outils qui répondaient exactement aux besoins que moi j'avais à l'époque, que j'aurais pu voir en 2013. Mais en 2013, j'avais pas la maturité ni les compétences de pouvoir développer un truc de l'envergure d'une plateforme de formation. Ça m'a pris plus de temps d'arriver sur cette maturité. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de Schoolmaker. C'était le besoin que nous on avait. Et là où je voyais une opportunité sur le marché par rapport à ce que je pouvais proposer. Et tu vois, j'ai toujours regardé différentes idées, etc. Mais ça reste celui où je pense qu'on peut apporter le plus de valeur. Par exemple, un autre truc, tu vois, si tu regardes un peu le stack, il y a l'emailing, par exemple. Mais l'emailing, je trouve qu'il y a par exemple, Kit.com a vraiment une proposition qui est très aboutie. Et je ne pense pas pouvoir proposer quelque chose de mieux que Kit.com sur la partie emailing. Tu as la création de pages, tu vois, etc. Et là-dessus, ClickFunnels l'a fait. Alors, ClickFunnels, c'est un peu une usine à gaz. Il y a peut-être moyen de faire un truc plus simple sur la création de pages. Mais je pense que c'est un truc où tu peux faire peut-être un truc plus simple, mais tu peux peut-être pas faire un truc plus puissant. Sur Schoolmaker, je pouvais faire un truc qui était plus puissant et mieux que ce qui existait déjà. J'en avais besoin. Et c'est aussi un excellent fit par rapport aux idées que j'ai développées pendant longtemps, qui sont les idées sur comment tu utilises la persuasion de la psychologie humaine. Parce qu'en fait, c'est comment est-ce que tu positionnes ton produit, non pas comme une formation parmi d'autres, mais comme un produit premium sur lequel les gens devraient payer plus. Évidemment, ça rentre dans tout le travail que j'ai fait pendant plus de 10 ans pour enseigner aux gens le copywriting. C'était la même idée. Et là, Schoolmaker, c'est la même idée. Ça joue sur ces éléments de psychologie à la fois en termes de comment tu vends à ton client, comment tu lui montres que ton produit est premium, et à la fois, comment est-ce qu'à la fois, une fois qu'il est dans ta formation, comment est-ce que tu fais en sorte que les gens aient des résultats. D'accord. Et alors, moi, j'y connais rien en SaaS. Comment tu développes un SaaS? Est-ce que tu dois trouver un développeur, on ne sait où? Comment tu fais? Et comment ça se passe, tu vois? Si tu pars du principe d'une personne qui est un marketeur ou une personne qui vend des formations et qui se dit tiens, je vais monter mon SaaS parce que Stan m'a dit que c'est cool, je pourrais avoir Dans du ton revenu cas, hein, récurrent. comment toi tu as fait surtout?
Donc, euh, le point que tu vas apprendre très vite quand tu fais du logiciel, c'est qu'il faut être extrêmement spécifique sur ce que tu veux créer. Et que des éléments qui dans ta D'accord. tête sont relativement clairs vont être totalement perdus dans la communication avec ton développeur. Ça peut être, ok, on va avoir un bouton et quand les gens cliquent sur le bouton, il va se passer ça. Mais il y a marqué quoi sur ton bouton? Parce que si tu n'as pas exactement spécifié qu'est-ce que tu as marqué sur ton bouton, si tu n'as pas exactement spécifié qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'écran, si tu n'as pas exactement spécifié où le bouton va se trouver, tu vois, donc tu te retrouves en fait à vraiment à faire ce qu'on appelle parfois des user stories où tu expliques exactement tout ce qui peut se passer. Un truc, D'accord. quand on a créé la première version de SchoolMaker, tu crées une leçon et tu dis ah merde, en fait cette leçon j'en veux pas. On avait oublié de mettre un bouton pour Ouais. la supprimer. Parce que moi j'avais pas Ok. écrit dans mon document, il y a un bouton pour supprimer la Ouais. leçon. Pour moi c'est évident, tu crées des trucs, tu les supprimes ça. Pour moi c'est évident. Pour le développeur aussi peut-être que c'est évident, mais c'est pas évident pour la machine, tu vois. La machine, si t'as pas Ouais. spécifiquement pensé à on va mettre un bouton pour supprimer et voilà où il va être. Et qu'est-ce qui se passe quand tu supprimes? Quand tu supprimes, est-ce que tu cliques sur le bouton et le truc est perdu pour toujours? Auquel cas, les gens risquent de perdre des données. Est-ce que tu supprimes, il est perdu du point de vue utilisateur, mais nous, en tant qu'administrateur, on peut en fait le restaurer en base de données. Auquel cas, bon, si jamais tu contactes le support, on peut récupérer ta leçon. Ou est-ce que tu le supprimes et il va dans une corbeille et toi, tu peux toi-même le restaurer? Encore une fois, c'est une décision qu'il faut prendre. Et tu vois à quel point ce niveau de spécificité va se répercuter à travers tout ton produit et toutes les décisions que tu prends, chaque écran. Ton écran de login, Mon Dieu. ton écran de récupération du mot de passe. Par exemple, quand on a fait la récupération du mot de passe, il m'explique, j'étais en mode, bah du coup, si la personne met le mauvais mot de passe, il faut qu'on le lise. Il me dit non, c'est une faille de sécurité. Si personne fait une récupération de mot de passe, on lui dit, si ton compte existe, tu recevras un email. Ce qui veut dire que parfois, j'ai encore ce cas aujourd'hui, que si la personne met le mauvais email, il reçoit jamais son email et se dit qu'est-ce qui se passe? Parce que je lui ai pas dit, ok, ce compte n'existe pas. Mais pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Parce que Oui. sinon, une personne pourrait, de manière brute force, découvrir en fait les emails des personnes qui sont là ou savoir si quelqu'un est client. Enfin, c'est un problème, tu vois, c'est une faille de sécurité. Bref, Ouais. tous ces éléments de détail, tu dois y penser. Et tu vas t'apercevoir que même si tu as un document de 50 pages où tu as fait des dessins, moi j'ai fait des schémas dans tous les sens, Ouais. expliquer tout, le point par point, le prototype, etc. Tu auras encore oublié plein de trucs. On va donner une V1 et tu dis comment je fais pour supprimer mon truc? On peut pas changer le titre, tu vois. J'ai créé un sujet dans la communauté, on peut pas changer le titre. Faut qu'on ajoute un bouton avec un petit stylo pour changer le titre. Tu vois. Tous ces petits éléments, tu devrais y penser. Donc ça, c'est l'élément, tu vois, Oh là là. et ça, c'est le travail de la personne qui conçoit le produit. Il y a un niveau de spécificité que tu dois apprendre à penser qui est très, très élevé. Voilà. Et après, tu travailles avec un développeur. Alors, pour travailler avec un développeur, il y a essentiellement deux écoles. Maintenant, il y en a une troisième. Mais à l'époque où j'ai commencé, il y en avait deux. La première école, c'est il te faut un cofondateur. Tu vas trouver un développeur qui va prendre entre 30 et 50% des parts de l'entreprise et qui va développer, qui va être responsable de toute la partie produit, du code, etc. Cofondateur, c'est l'idée vers laquelle j'ai été initialement parce que j'étais en mode, il faut que la personne porte son truc. S'il y a un bug à 3 heures du Oui. matin, il faut pas Qu'elle qu'il soit arrive et vraiment déjà, impliquée. tu vois, faut que ça soit de sa faute, quoi. Il faut qu'il le résolve. C'est pas juste une personne qui me dit, ouais, je suis désolé, je suis en week-end, tu vois, parce que moi, je peux pas. Hmm. Je peux pas réparer ton bug. Mon site, il est down potentiellement. Donc, tu as ton hypothèse d'avoir ton cofondateur. Et la deuxième hypothèse, c'est de dire, OK, moi, j'ai de l'argent. J'ai juste payé un développeur au salaire. Quand j'ai commencé SchoolMaker, je suis parti du principe que c'était évident qu'il fallait un cofondateur et que tu ne veux pas avoir une personne au salaire qui allait faire du bon travail. Depuis, j'ai découvert que c'était une fausse croyance que j'avais. C'était une croyance limitante il faut absolument un Ok. cofondateur technique. En réalité, tu peux recruter un développeur. Je pense qu'une grande partie, c'est de savoir faire le travail que je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu n'as pas réfléchi à où se doit se trouver le bouton pour supprimer et à comment tu changes le titre d'un sujet, et tu donnes ça à un développeur externe qui comprend du coup pas trop le besoin, etc., tu vas avoir un Mhm. truc qui techniquement répond à ce que tu as demandé, mais qui est un tel bordel que c'est inutilisable. Parce que toi, tu n'as pas fait ce travail de définition du produit et ton développeur non plus. Donc, moi, le grand avantage que j'avais d'avoir un cofondateur au départ de SchoolMaker, c'est d'avoir une personne qui, lui, pouvait me dire, OK, on a besoin de ce niveau de spécificité et qui pouvait remplir les trous
auquel moi, j'aurais pas pensé. Parce que lui-même avait fait des formations, lui-même comprenait le produit, le besoin, etc. Donc, il remplissait une grande partie de ce gap de design de produit, ou sinon, voilà. Et le problème, c'est que quand tu payes une personne un salaire, bah, une fois que tu as fait ton mauvais truc et qu'il faut redévelopper le truc pendant 3 mois, tu as gâché 3 mois de salaire d'un développeur en plus, et peut-être que tu viens de te prendre entre 15 et 20 000 euros, enfin, entre 15 et 30 000 euros de dépenses en plus sur ton outil, juste parce que toi, tu t'avais mal fait tes spécifications au départ, et en plus, c'est de ta faute. Tu vois. Donc, c'est là où il y a ces deux approches. En réalité, c'est totalement possible de le faire avec des personnes qui sont au salaire si toi, tu sais exactement ce que tu veux. Un exemple de Oui. ça, c'est System.io, Aurélien Hamaker. Oui. Quand j'écoute des interviews de comment il a démarré, je ne comprends pas comment c'est possible. Il dit ouais, je sous-traitais à des mecs au Maroc, ils ont rien foutu pendant 3 mois. Alors du coup, j'ai trouvé des mecs au Pakistan et tout ça, des freelances qu'il a trouvé littéralement sur Upwork. Et pourtant, System.io, c'est un énorme carton, ça marche super bien, tu vois. Et il a réussi à bootstrap son truc avec des freelances à 2 balles qui parlaient pas un mot de français alors que toute sa clientèle était française. Qui ont dû reprendre le code de quelqu'un d'autre, c'est vachement dur. Même pour une personne qui est très confiante, c'est vachement dur. Donc, tu sais, si tu dois constamment changer parce que ça marche pas avec une personne et tout, c'est incroyable que son truc ait fonctionné. Bref, il a réussi à le faire fonctionner. Donc c'est possible et c'est un modèle qui est possible. Par contre, il faut avoir des épaules financières. Donc moi, j'ai fait au départ la voie cofondateur. Après, on est passé sur un autre modèle. Je pense que si j'étais parti de zéro avec le talent technique dont j'ai besoin pour construire SchoolMaker, ça aurait coûté probablement aux alentours de 200 à 250 000 euros de développer le produit en entier. Sachant que au bout de peut-être 6 à 9 mois de développement, j'ai fait un pré-lancement sur mon audience où j'ai fait rentrer quelque chose comme 320 000 euros. Donc là, pour le coup, j'avais un avantage de cash flow grâce à mon audience. Ouais. Et bien sûr, il y a plein d'outils qui ne seraient pas aussi compliqués à développer que SchoolMaker. Tu vois, c'est quand même un outil assez complexe. Aujourd'hui, on a plus de 450 000 personnes sur la plateforme. Il y a plein de fonctionnalités différentes. J'ai utilisé des développeurs qui étaient chers, etc. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, si je repartais sur un nouveau logiciel, je pourrais totalement le faire en salaire. Mais je me dis, OK, bah, on va avoir un burn entre 10 et 20 000 euros par mois pendant un certain temps. Donc, si je me débrouille bien, que j'arrive à faire un pré-lancement, en fait, potentiellement, je peux faire rentrer l'argent et utiliser cet argent pour développer le produit. Mais voilà, il faut. Mais même si tu as fait un pré-lancement et que tu utilises cet argent pour développer le produit, le risque, il reste sur toi. C'est-à-dire que si tes clients, ils t'ont payé 1 000 euros pour un certain service, il faut que tu livres ce service. Et si ce service, tu t'es planté et il te coûte 1 500 euros à livrer, bah, tu l'as quand même vendu et tu es responsable pour la différence. Donc, même si faire une prévente t'aide en termes de cash flow, ça retire pas ton risque de devoir. Ça retire ton risque de personne va vouloir de mon produit. Ça retire pas ton risque technique de. Bon, en fait, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Un truc où le développeur m'a dit ça, ce truc-là, 3 semaines, 3 mois plus tard. Je disais, mais mec, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a plein de problèmes et tout. Tu comprends pas. C'était vachement plus compliqué qu'on pensait. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Moi aujourd'hui, mais ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Donc c'est là où ça peut être dangereux de fonctionner sur un salaire, notamment si t'as pas des amples ressources financières qui te permettraient de couvrir ou si le truc coûte 2 fois plus cher que prévu. Tu vois, même en fait, tu développes un projet chez Google, souvent le truc va prendre 2 fois plus long que ce qu'ils pensaient et c'est les meilleurs au monde. Donc ne pense pas que parce que le mec t'a dit 6 mois, au bout de 6 mois pile, le truc va être fait. Si ça prend 9, ça prend 12, il faut que tu sois prêt. Un autre exemple, Antoine BM. Antoine BM, il a aussi fait la voie salaire. Il a lancé récemment un SaaS qui s'appelle betterstats.co. Il me semble qu'ils ont passé environ, ils devaient le faire en 100 jours, donc ils le faire à peu près 3 mois, ça va à peu près 5 mois à peu près. Donc un glissement, pas tout à fait le double, mais un glissement de 40%. Presque le double quand même. Ouais, de 60% plutôt. De 60% par rapport à la timeline initiale, il payait le mec au salaire. Donc ça veut dire que, je ne sais pas comment il payait le mec, mais supposons qu'il le payait 6 000 euros par mois, il passait de, ok, j'ai budgété 18 et ça va me coûter 30 ou un peu plus de 30, tu vois. J'en sais rien, je sais pas, je connais pas ces chiffres, mais tu vois, c'est une idée de dire le truc a eu un glissement, mais c'est pour te montrer. Mais lui, il a les épaules, si tu veux. Il n'est pas à ça près, donc il a les épaules de partir sur l'option salaire. Et je pense qu'il a aussi, de ce que j'ai vu de la manière dont il a géré son projet, il a été extrêmement spécifique sur ce qu'il voulait. Il a été très discipliné sur son scope, c'est-à-dire l'ampleur du projet. Ça, c'est aussi un truc où moi, j'ai pas été discipliné sur le scope de SchoolMaker au départ. C'est-à-dire que moi, je voulais le meilleur outil. Donc, je voulais à la communauté
Mais la communauté, c'est un départ. Je veux aussi le meilleur panier d'achat. Je veux aussi qu'on puisse faire des coachings. Je suis pour faire. Je dis pas tout jeter d'un coup parce que j'étais pas non plus complètement dans le délire. Mais on a ajouté quand même beaucoup de fonctionnalités, ce qui est un des éléments qui fait que tu peux avoir un glissement sur le délai de tu veux faire plein de choses et différentes. Donc Antoine Bem, il a fait un scope qui est plus réduit sur son projet et mais malgré ça, voilà, c'est compliqué de maîtriser totalement les délais. Donc ça, c'est une option possible. Donc il existe une troisième option que j'expérimente beaucoup actuellement. C'est de vibe coder le truc toi-même avec une IA. Et je sais que les gens disent ouais, IA, etc. On a entendu ton histoire, quoi. Moi, j'ai pas codé depuis que j'avais. En gros, j'ai jamais codé sérieusement dans ma vie. J'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre. Mais maintenant, j'arrive à développer des outils entiers et de les mettre en ligne, entiers, etc., les mettre en ligne tout seul avec Cursor. Et tu peux totalement développer un truc qui va être une première version de ton application tout seul en disant il y a des failles, le truc n'est pas 100% robuste, mais le truc fonctionne et fait exactement ce que je veux et tu peux le développer de manière beaucoup plus rapide. Et arriver vers un point où tu peux commencer à avoir une validation, etc. Et en gros, si tu arrives à avoir un produit que les gens utilisent et tu dis, OK, à un certain point, le problème que tu vas avoir, c'est que la fenêtre de contexte sur une IA, elle n'est pas infinie. C'est ce que tu vois surtout à l'époque, au début de ChatGPT, où tu as une longue conversation, il commence à se répéter parce qu'il a oublié ce qu'il te disait avant. Donc, quand tu fais du code avec l'IA, il va te sortir un truc incroyable. Il construit des trucs, il répond à des questions. Mais comment est-ce que c'est possible que le truc, il code entièrement tout ça avec quelques instructions de ma part? Le problème, c'est que plus ta code base devient large, plus tu arrives aux limites de ta fenêtre de contexte et plus tu commences à avoir des éléments où en fait, il n'arrive plus à se souvenir de l'ensemble de l'application. Donc, à un certain point de complexité, tu as une difficulté. Mais à un certain point, si ton application a besoin d'être aussi complexe, c'est vraiment que tu as mal défini ton MVP. Tu vois. Tu peux probablement faire un MVP, le lancer, avoir des premiers clients, des gens qui l'utilisent, commencer à gagner un peu d'argent, et là dire, OK, j'ai une validation, je vais aller payer un développeur ou je vais aller m'associer avec quelqu'un en lui disant, OK, j'ai une validation. Et dans ce cas-là, le développeur reprend les rênes du truc, recode les trucs qui ont besoin d'être recodés, et continue à le développer avec plus une supervision. Mais tu peux aller très loin et tu peux développer des applications entières, même sans savoir coder, principalement avec Claude, mais tu utilises des outils comme Cursor. Il y en a plein. Moi, ceux que j'ai utilisés, c'est Cursor. Et tu peux faire des trucs qui sont assez cool. Après, est-ce que tu vois jusqu'où est-ce que tu peux aller? Il y a des gens qui disent, je pense que tu peux aller jusqu'à 50 000 € de MRR avec ça, avec Cursor. En théorie, c'est possible. Il n'y a rien qui empêche que ça soit possible. Si tu supposes que tu peux faire une application relativement condensée qui tient dans Cursor, il n'y a pas de limite théorique. À mon avis, c'est un peu ambitieux, mais tu peux certainement faire un truc qui fait 5 000 € par mois. Et quand tu fais 5 000 € par mois, si toi, tu ne prends pas de salaire sur ton projet, bah, ça peut payer ton développeur, par exemple. Et là, boum, badaboum, tu es assez bon. Et en plus, tu pars sur une base où la personne a un truc sur lequel travailler. Et ce que tu auras appris en faisant du vibe coding avec Cursor, c'est l'importance de spécifier. Parce que tout ce que tu n'as pas spécifié, l'IA, elle va remplir le trou. Alors, souvent, pour le coup, l'IA va penser à faire un truc de suppression, mais elle ne va pas toujours faire les choses exactement comme tu le voulais. Et tu dis, OK, là, j'ai pas eu ce que je voulais, et c'est de ma faute parce que je n'avais pas spécifié correctement. Donc, tu vas apprendre à spécifier de manière très claire exactement ce que tu veux, construire le truc étape par étape. Moi, c'est un truc que je trouve extrêmement fun de coder avec l'IA. Et je le fais pour des trucs que j'utilise moi, tu vois, dans mon quotidien, etc. J'ai pas essayé de faire un truc qui va être utilisé par des milliers et des milliers de personnes. Et je pense qu'à un certain point, par exemple, sur ScoopMaker, on a plein de trucs où tu vois, on commence à avoir 450 000 personnes. Et un truc tout con de la manière dont on charge les images dans la communauté. En fait, il y a une personne qui va avoir un sujet de communauté avec 50 images. Et comme on charge toutes les images, en fait, la page, du coup, elle prend trop longtemps à charger. Et donc, du coup, il faut optimiser ça. C'est des problèmes qui ne survenaient pas quand on avait 10 fois moins d'utilisateurs. Donc, à un certain point, je pense que l'IA a ses limites, mais tu peux aller étonnamment loin avec si ça t'intéresse. En fait, faut prendre du plaisir, je pense, à le faire parce que c'est assez particulier comme dynamique de coder avec une IA où en fait tu fais un truc et le truc marche, mais tu sais pas exactement. Tu es totalement sur le fil du rasoir le truc marche, mais à tout moment, je peux l'exploser sans comprendre pourquoi. Je fais un prompt, j'ai pas compris, ça part en cacahuète. Ouais, tu peux faire des trucs. J'avais fait des tests avec Lovable et ça faisait pareil. Ouais. Tu vois, mais donc il y a un niveau de complexité, disons, auquel que tu peux pas dépasser actuellement. Oui. Il est possible que dans le futur, tu puisses générer, tu vois, un SaaS entier
pas trop compliqué juste avec ça, hein. Donc, dans ce cas-là, ce sera entièrement du marketing. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien chez Schoolmaker? Et parce que j'imagine que vous avez aussi des coûts assez conséquents, je pense notamment hors masse salariale, mais plus le... Parce que toutes les vidéos, je suis client chez vous, les Ouais, vidéos, quand on les héberge, enfin, c'est vous qui gérez l'hébergement, c'est vous qui payez tout ça. J'imagine ouais, qu'avec beaucoup de formateurs, au bout d'un moment, c'est un coût énorme pour vous, ça aussi, par exemple. ouais. Et les vidéos sont le principal coût d'infrastructure. Parce que tu serais étonné Ouais. à quel point, en fait, une fois que tu as mis en place un truc correct sur un serveur dédié, etc. Enfin, au départ, on utilisait d'autres solutions, mais maintenant, on a des serveurs dédiés. Et c'est assez choquant à Mhm. quel point c'est devenu cheap d'avoir des serveurs, quoi. Euh, Ok. Juste pour du trafic web, tu vois, pour des gens qui consultent des pages. En fait, tu peux avoir une Ouais. application qui a des millions d'utilisateurs et en fait, ça te coûte quelques centaines de dollars par mois, moins de 1000 $, tu vois, pour des millions d'utilisateurs. Euh, Wow. Ok. donc la partie serveur, par contre, l'encodage de vidéo coûte de l'argent. Oui. Euh, mais c'est un élément. Le problème, c'est que en fait, si on proposait pas l'encodage de vidéo, tu es obligé de payer un abonnement en plus pour Vimeo, c'est assez pénible. Et puis, Ah tu oui, vas, oui. tu vas pas héberger tes vidéos premium sur YouTube. C'est ce que je faisais au départ, hein. Je les hébergeais sur YouTube en mode non Oui. répertorié et après, je les embed sur mon site. Mais bon, ça fait pas très clair. Donc, on a des coûts Oui. en termes d'hébergement de vidéos. Et pour te dire, la manière dont nous, on le regarde, c'est qu'on le regarde par rapport à notre nombre de clients. Tu vois, on essaye de faire des metrics. Il est possible que le client qui upload le plus de vidéos comme un bourrin nous coûte quasiment autant ou plus d'argent que ce qu'il nous rapporte. Mais voilà, dans l'absolu, ça s'équilibre et on a des chiffres qu'on traque toutes les semaines là-dessus, donc des ratios qu'on a. Mhm. En gros, on va dépenser X%. Et si ça commence à monter au-dessus de ce pourcentage, on se dit, OK, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut optimiser ces éléments-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs de coûts Ok. quand tu fais du logiciel. En fait, tu démarres, comme tu as un petit volume, tu t'en fous. Donc, du coup, tu payes cher, mais tu as un petit volume, donc ça représente 5 euros. D'un coup, ton business, tu as 1000 fois plus de trafic. Maintenant, ça te coûte 5000 euros. Mais tu t'aperçois que si tu passais 2 jours de développement, tu pourrais le réduire à 2000. Il y a plein de trucs comme ça sur Ok. du stockage. Où est-ce que tu stockes le truc? Tu stockes un endroit cher ou un endroit pas cher. C'est plus simple de stocker à l'endroit cher. Donc, quand tu commences, tu le mets là. Mais quand tu as un gros volume, ça a du sens d'optimiser. C'est comme toutes ces optimisations de coûts. Il y a pas mal de Ouais, gains que ouais. tu peux avoir. Donc, ça, c'est à un moment donné où on avait les coûts d'infrastructure qui avaient. Je les voyais euh, monter, 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 tu vois. Ouais. De manière en pourcentage en plus, pas en valeur absolue. C'est normal, en valeur absolue, c'était de plus en plus de clients. En pourcentage, il montait, Ouais. montait. Je dis bah si la courbe Ah continue, à un mince. certain point, ça monte au-dessus de 100%, donc ça va pas. Il faut, il C'est faut pas qu'on, il faut rentable. qu'on mette en place un check hebdomadaire de ce chiffre et faut qu'on Ouais. et faut qu'on puisse le contrôler. Donc ça, c'est un élément qu'on a mis en place. Ouais, tu me demandes combien de personnes on a. En fait, il n'y a pas besoin d'une énorme équipe pour maintenir Schoolmaker. Parce que, en gros, de quoi tu as besoin fondamentalement sur un SaaS? Tu as besoin de trois fonctions. Tu as besoin d'une fonction marketing, tu as besoin d'une fonction Mhm. support client, succès client, accompagner tes clients, et tu as besoin d'une fonction développer le produit en tant que tel. Ce que tu Ok. découvres, c'est que euh, parfois, plus tu ajoutes de monde, notamment sur le développement produit, plus tu ajoutes de monde, plus il y a de coûts de communication entre les gens, et plus la productivité marginale de la personne que tu ajoutes diminue. Ouais, il y a un livre très célèbre là-dessus qui s'appelle The Mythical Man Month, je crois que c'était écrit à propos de IBM, il me semble, mais c'est l'idée, le mythique mois. Donc tu dis, OK, j'ai 10 personnes pendant un an, ça fait 120 mois. Donc si ça prend 120 mois de Mhm. travail pour un développeur de créer mon produit, bah, si j'en avais 120, ça me prendrait un mois. En réalité, on a 101, Mhm. on a 120 et ça te prend un an et demi. Ça te prend plus de temps parce qu'ils passent tellement de temps à communiquer entre eux que c'est beaucoup plus de temps. Donc, ton équipe produit, en fait, tu peux développer un produit comme Schoolmaker avec Ouais. peut-être 2 à 3 personnes. Donc moi, j'ai en Ok. gros 3 personnes qui travaillent sur l'équipe produit, une personne qui a plus une vision Mhm. produit, les fonctionnalités, prendre les retours clients, etc. Une personne qui a plus une vision technique et une personne qui va être un dev, etc. À certains points, j'avais voilà, 2 ou 3 devs, mais c'est à peu près ce qu'on a besoin actuellement pour développer ça. En termes de support client,
Et Mhm. je m'en sers avec une personne actuellement. J'ai une personne qui fait tout le succès client, Ronald, que tous les clients de ScoMaker auront probablement interagi avec Oui, par le passé, très gentil d'ailleurs. euh, qui est très gentil. Voilà. Donc le volume est à un niveau, parce que tu vois, tous tes clients n'ont pas un ticket tous les jours, le volume est à un niveau où Ronald peut apporter un bon support. Le Ouais. seul problème de Ronald, c'est que la nuit, il dort. Et que donc, si j'avais des Oh, clients sur il différentes time abuse. zones, il faudrait avoir plus de monde juste pour couvrir les time zones. Tu vois, actuellement, pour le Ouais. moment, je m'en tire parce que j'ai quand même la majorité des clients qui sont sur une time zone francophone. Donc là, actuellement, la majorité des gens peuvent être gérés par une personne. Et en fait, aujourd'hui, parce que là, tu reçois des questions, etc., mais l'immense majorité des questions se résolvent en 10 secondes. Il y a des trucs, j'ai des questions du type est-ce que je peux changer le nom de mon école? Ouais, vas-y, tac, tac, tac. Je change mon email, tac, tac. Il y a plein de trucs. Une fois qu'il a le Ouais. workflow, le process, des questions qui se résolvent en 10 secondes. Euh, ou c'est une question sur une fonctionnalité. Ah, tiens, comment est-ce que je mets en place ce truc-là? Ok, tiens, lui, il a déjà tout écrit. Tu vois. Donc, il y a une grande efficacité sur le service client une fois que tu connais ton produit et que le truc est bien développé. Là où lui, il prend un peu plus de temps, c'est pour aller faire des vidéos, pour répondre aux gens, etc. Donc, je pense qu'il y a un certain point Mhm. où, pour le moment, tu vois, on a un certain niveau de clients. Je pense que si on avait 2 ou 3 fois plus de clients, à un certain point, on se dit, OK, il faut qu'on ait un deuxième Ronald, et idéalement un deuxième Ronald qui est dans une autre time zone pour couvrir encore plus de terrain. Ouais. Voilà. Mais finalement, je peux faire une personne qui aide tous mes clients, qui répond à toutes les questions. Et une grande partie de son rôle, c'est de prendre les feedbacks clients et de les formater d'une manière qui peut être utilisée par l'équipe produit. Ça, c'est une partie énorme de ce rôle-là. Ok. C'est-à-dire qu'une personne va te dire, OK, ce serait bien si on pouvait exporter telle information. Si tu me dis, OK, on peut exporter, moi je te dis, bah ouais, mais pourquoi? À quoi ça sert? Parce que le nombre de retours que j'ai est peut-être 30 fois ce que je vais faire en pratique. Tu vois, si je faisais tous les retours d'une personne qui me demande d'exporter un truc, toute mon application, c'est juste un bouton export. Tu vois. Si j'ajoutais toutes les fonctionnalités, non. Il faut que je comprenne pourquoi cette personne a besoin de ça, quel est son use Mhm. case, quel est son besoin, est-ce que c'est important pour elle ou est-ce que c'est juste une idée qu'elle a eue en sortant de la douche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce besoin? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de résoudre ce besoin? Ça, c'est souvent le cas. Parce que ton client, c'est pas un créateur de produit. Il dit, ah, ça serait bien si on pouvait faire ça. Mais peut-être qu'il y a une meilleure manière, une Ouais. manière plus élégante, une manière euh, plus simple, plus designée, etc. de faire. Bref, lui, il doit creuser avec le client, comprendre le besoin, comprendre à quel point c'est important, comprendre à quoi ça leur sert, comprendre s'il n'y aurait pas de manière de faire, comprendre si on n'a pas déjà une fonctionnalité qui peut faire ce qu'il cherche à faire, mais il n'est pas au courant de cette fonctionnalité, etc. Donc ça, c'est la fonction de support et succès client. Et la dernière fonction, c'est le marketing. Et aujourd'hui, sur le marketing de ScoMaker, j'ai 2 personnes qui travaillent directement sur ScoMaker et j'ai 2 personnes qui travaillent sur mon équipe contenu. Donc sur l'équipe contenu, j'ai une personne pour m'aider à faire les recherches, à écrire les vidéos, une personne pour m'aider à faire du Ouais. montage. Et sur le marketing, il y a moi et il y a un autre gars qui fait du marketing. Donc si tu regardes l'équipe ScoMaker, leur job, c'est ScoMaker. Donc, on est 2 Ouais. au marketing, un au support client, et après, tu as à peu près 3 personnes, parfois 4, mais 3 personnes en gros, sur le développement du produit. Et après, tu as 2 personnes qui sont assignées à Marketing Mania et à la création de contenu. Mais c'est pas une énorme Ok. équipe. Et aujourd'hui, tu vois, je vois pas le bottleneck aujourd'hui dans mon entreprise comme étant au niveau de l'équipe, et plus au niveau des process, des canaux d'acquisition, etc. Donc, par exemple, exploiter d'autres canaux au-delà de LinkedIn, par exemple, tu vois. Mais c'est pas qu'il me manque Ouais. plus de monde, en fait, tu vois, nécessairement. C'est qu'il faut trouver en place une formule qui fonctionne pour aller taper ces canaux d'acquisition. Et après, voilà, comme je te dis, hein, plus on grossit, on aura peut-être besoin de plus de monde. Peut-être que j'ai besoin à un certain point d'une personne full-time pour gérer mes affiliés, par exemple, Mhm. que actuellement je n'ai pas. Peut-être que j'ai besoin de plus de monde sur le support. Enfin, certainement, j'ai besoin de plus de monde sur le support. Mais les fonctions ne sont pas extrêmement compliquées. Euh, Ok. Tu sais ce dont tu as besoin, tu sais les personnes dont tu as besoin, et du coup, tu deviens assez prudent pour rajouter du monde. Par le passé, j'étais Ok. très friand de recruter pour créer de la croissance. Et aujourd'hui, Mhm. je recrute uniquement quand en fait, j'ai tellement de croissance que j'ai un vrai besoin. Et du coup, les personnes ne peuvent pas gérer l'influx Mhm. de Ouais, travail. ouais. Ok. J'avais une de vos premières propositions de valeur. C'est peut-être toujours le cas, hein. Je ne suis pas allé sur votre site récemment, mais c'était en gros créer des formations qui se vendent plus cher, Ouais. meilleur, enfin, plus premium.
Est-ce que tu as des retours sur les, tes clients? Est-ce qu'ils les vendent plus cher, plus facilement? Et comment Schoolmaker permet de créer des formations qui sont plus premium? On l'a dit pas mal, il y a tout qui est regroupé et tout ça, mais est-ce que eux, ils te font des retours là-dessus directement? J'ai beaucoup de gens qui ils vendent des formations et ils cherchent à grossir leur business en montant euh, leur prix, en permettant d'avoir plus Ouais, d'accompagnement, etc. Et c'est souvent là que j'arrive à les faire migrer sur Schoolmaker. Donc, d'accord. la réalité, c'est pas tant que Schoolmaker va faire un truc pour eux, c'est qu'ils veulent faire un truc. Ils ont compris que le besoin était là sur le marché. Ils ont compris que s'ils avaient ce programme d'accompagnement, ils vendaient plus cher, ça les aiderait. Et du coup, nous, en fait, on leur donne les outils Hmm. pour le faire, si tu veux. Donc, parce que si une personne est sur Schoolmaker mais n'a pas vraiment envie de vendre son programme plus cher, etc., bah, rien ne l'empêche de faire sa formation normale et juste faire des vidéos. Rien ne l'empêche de le faire. C'est juste que c'est pas moi ce que je mettrais en avant parce que c'est pas là où se trouve ma force, en fait. Ils peuvent le Ouais, faire, mais c'est pas là où se trouve ma force. En revanche, une fois que les gens se disent, OK, moi, je voudrais avoir un programme par cohorte, moi, je veux avoir des lives, moi, je veux pouvoir avoir des coachings pour mes clients, euh, en fait, ce que je vais leur proposer, c'est de le faire avec moi et de gagner beaucoup de temps. Donc souvent, c'est quand les gens essayent, bah, soit ils veulent lancer directement leur formation et ils veulent directement avoir cet accompagnement, ce qui est souvent une bonne idée parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu as une petite audience et que tu vends des programmes à 100 euros, c'est compliqué en fait de vendre assez de programmes pour faire un volume de chiffre d'affaires. Alors que si tu vends des hmm, programmes, bah, tu peux les vendre à 500 euros ou à 1000 euros. Bah, mathématiquement, tu as besoin de vendre beaucoup moins. Donc, ça peut être une meilleure manière d'exploiter une audience. C'est aussi la raison pour laquelle les gens qui font des programmes, enfin, qui font de la pub, ont tendance à vendre des programmes high ticket, etc. Parce que c'est finalement la manière la plus rentable pour eux de rentabiliser chaque clic qui leur coûte cher sur de la pub. ah, ça coûte super cher. Ouais. Donc, voilà. En fait, souvent, ce que je fais, c'est les gens savent déjà ce qu'ils veulent faire. Moi, je leur fournis Ouais, juste l'outil qui leur permet de le faire. Et peut-être que c'est plus. Voilà, comme je simplifie tous ces éléments-là et je les intègre, ils se disent OK, maintenant je peux le faire parce que j'ai l'outil qui peut le faire, alors qu'avant, j'aurais dû me débrouiller à traquer mon coaching dans un Google Sheet. Tu vois, tu as des coachés, tu traques OK, Jean-Michel, il a pris un coaching, il faut que je déduise une session, il faut que je lui envoie à hmm, la main un retour sur sa session, que je lui envoie un email, que je le relance. Jean-Michel, il m'envoie un email. Ah, j'ai combien de sessions? Ah, vas-y, j'ouvre ma spreadsheet. Ah, tiens, tu as 5 sessions. Mais attention, elles expirent dans 35 jours. Ah, mais merde, mes sessions ont expiré et tu m'as pas dit. Ah, ouais, désolé, mais en fait, tu vois, je vais pas te relancer. Enfin, tu as vu quand tu as acheté que les sessions, elles expirent. Parce que ouais, tous ces éléments-là de coaching que tu peux imaginer, du coup, peut-être que tu dis, peut-être que je vais pas faire du coaching, ça va être trop casse-tête. Alors que si tu le c'est fais avec chiant. un outil comme Schoolmaker, bah, il faut quand même être là pour les sessions de coaching, mais beaucoup de l'administratif et de la maintenance autour est géré. Donc, voilà. Si en fait tu vends des formations plus chères, ce qui est souvent la manière de gagner plus d'argent, c'est de vendre des produits plus high ticket. On peut aimer ou on ne peut pas aimer cette tendance vers le high ticket. La réalité, c'est que ça marche, c'est pour ça que beaucoup de gens le font. Et donc, du coup, nous, en fait, on surfe un peu, tu vois. Ouais. J'essaye de convertir des gens un peu à cette religion pour pouvoir vendre mon produit. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens ont déjà vu que ça marchait et ils se disent que voilà, Ouais, ils viennent vers le produit parce que ça répond à leurs besoins de pouvoir le faire. ok. Moi, ce qui m'avait fait venir chez vous, déjà la galère dont tu viens de parler, des coachings, des gens qui savent plus combien ils ont de crédit, pas de crédit, mais d'heures qui leur restent, tout ça. Mais moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était les consultations, que je me voyais pas aller bricoler ailleurs, que je trouvais Ouais. vraiment galère, que je Enfin, trouvais que c'était que, vraiment que une j'ai fonctionnalité que vous bricolé, aviez qui était comme cool. tu l'as vu tout à l'heure, c'est ouais. Voilà. Ouais, Mais en fait, quand je suis arrivé client chez toi, tu étais encore dans la phase de bricolage. Et je me suis dit, j'ai vu la galère que ça a l'air d'être, je veux pas faire ça. Enfin, ça me dit pas, tu vois. Euh, et je t'entendais dire, enfin pour moi ça a été vraiment une fonctionnalité qui a fait votre plus-value au moment Mm. où j'étais devenu client chez vous. Et je t'entendais dire dans un récent échange que tu avais fait avec Paul là sur le Trilliard que les grosses fonctionnalités comme ça, c'est toi qui les trouvais. À la différence de certains petits trucs où c'est des retours clients, tu vois, dont tu viens de parler, Mm. des clients qui disent est-ce qu'on peut faire un export, un truc, et juste tu leur fabriques une solution. Comment tu crées, comment tu trouves des idées d'avancer comme ça qui vont permettre à Schoolmaker de rester un peu euh, leader ou du moins différent de la concurrence parce que Mm. les consultations, je ne sais pas s'ils les font les gens, mais un jour ou l'autre, ils vont les faire. Enfin, les gens, tes concurrents, je veux dire. Euh,
Comment tu trouves d'autres idées comme ça? Euh, je... Donc, la question, c'est comment est-ce que tu trouves des idées? Il y a un autre point sur lequel je vais rebondir par rapport à ce qu'on a dit avant sur l'idée des consultations. Ouais, Donc, les consultations, c'est le système que j'ai décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il y a un lien dans mon école. Les gens peuvent cliquer consultation. Ils posent leurs questions. Moi, j'arrive. J'ai des questions qui se montrent une par une. J'enregistre mon écran. Je parle juste. J'enregistre mon écran. Et puis, à la fin, j'upload. Et toutes les questions vont être découpées. Mais tout ça, maintenant, c'est fait automatiquement par SchoolMaker. Tout ce que j'ai besoin, c'est de ouais, venir et d'uploader. Et tu vois, c'est intéressant par rapport à ce que je te disais à l'instant en marketing est-ce que, en fait, je crée le besoin de dire aux gens vendez plus cher, venez sur SchoolMaker et vendez plus cher, ou est-ce qu'en fait les gens veulent créer cette formation et après viennent vers moi? Et tu vois, c'est un élément intéressant en termes des consultations où bon, les gens qui connaissent Marketing Mania et qui ont fait mes formations connaissent les consultations parce qu'ils ouais, ils ont posé des questions dedans, mais en dehors de mon audience, personne ne cherche les consultations. Tu vois? Et donc, du coup, euh, c'est un argument de vente. Enfin, c'est un argument que les gens qui utilisent le produit disent, en fait, c'est trop bien ce truc-là. Mais c'est un argument qui est dur à vendre parce que c'est pas ce que les mmh, clients recherchent. Et souvent, je vais dans une position de donner aux gens la solution au problème qu'ils ont plutôt que de leur expliquer, ah, vous pourriez faire ce truc qui est nouveau. Alors, bon, les consultations, qu'est-ce que c'est? Les consultations, ça a l'avantage de dire, OK, c'est comme faire du coaching, mais c'est en asynchrone. Et ça prend beaucoup moins de temps. Parce que tu prends une session de coaching, ça va être minimum 1 heure. Mais en réalité, la personne a une question, tu peux répondre en 5-10 minutes. Donc, l'avantage, c'est qu'en 1 heure, tu peux répondre aux questions de peut-être 5 à 8 personnes. Et en fait, voilà, si tu as 15 questions par semaine, en 1 heure et demie. Si tu avais 15 questions par semaine, c'est ta semaine. Enfin, si tu avais 15 coachings par semaine, c'est ta semaine, quasiment. Enfin, tu as 15 oui, coachings, ça te crame quand même pas mal le cerveau. Hein. 3 heures par c'est jour, chiant. ouais. Mais là, tu peux accompagner tes clients à beaucoup plus gros volume et quand même avoir une réponse personnelle sans avoir besoin de recruter une équipe de coach, de délégués, etc. Donc ça, c'est l'intérêt des consultations. Mais tu vois, il faut que je l'explique aux gens, il faut que j'éduque. Et j'ai pas toujours, Mmh, pour une personne qui débarque sur mon site, j'ai pas toujours le temps de passer ces 60 secondes à lui expliquer cette fonctionnalité. Ce qui fait que je trouve ça juste intéressant, tu vois, en termes de marketing, les fonctionnalités qui sont trop différentes euh, sont plus dures à vendre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est ouais, euh, que les gens savent déjà ce qu'ils veulent et tu leur proposes ce qu'ils veulent. Donc, c'est plus facile pour moi de mettre en avant la communauté ou des éléments comme ça, ou le coaching ou les lives. Donc, moi, j'ai fait les consultations avant les lives parce que je trouve que c'est, en tant que formateur, je préfère 1000 fois faire des consultations que faire des lives parce que les lives, c'est dans mon calendrier et je suis coincé. Mais j'ai ajouté les lives dans mmh, Schoolmaker parce que beaucoup de gens veulent faire des lives ouais, et beaucoup de gens font déjà des lives dans leur formation. Donc, comme ils font déjà des lives dans leur formation, mais doivent le bricoler sur leur outil existant, je leur dis, viens les faire sur Schoolmaker, c'est mieux. Tu as ton calendrier qui est intégré. Tu peux avoir tes rediffusions de live directement dans ton espace qui sont uniquement visibles par les gens qui auraient eu accès à ce live, sans avoir besoin, je sais pas, de créer de les uploader à la main, etc. Donc, ça, c'est l'aspect. Quelles sont les features que tu vas vendre? En fait, c'est plus facile de, voilà, de vendre des features si les gens les recherchent déjà chez tes concurrents, mais tu as juste fait s'ils les une meilleure recherchent version déjà. de ce qui existe déjà. Mmh, Euh, Parce que ouais, quand tu dois évangéliser les gens sur venez sur Schoolmaker, faites des formations, les gens vont dire ouais, ok, faites des consultations, tu vois. J'ai jamais testé les mmh. consultations. Je pense que c'est bien pour les gens qui sont dans Schoolmaker et qui se disent je peux Ah bah ajouter de la oui, valeur et en c'est fait très c'est trop cool, pratique. mais c'est dur à vendre. Bref, donc du coup, comment est-ce que Ouais, je trouve ces idées-là? Bah, au départ, c'était beaucoup de euh, j'ai une formation à 500 euros, ça m'intéresserait de vendre une formation à 2000 euros. Qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter à ma proposition de valeur pour aider plus les gens et justifier ce tarif? Donc pour moi, mmh, c'était des fonctionnalités du type les consultations, la communauté, les archives aussi des consultations. L'idée d'avoir des étapes, tu vois. L'idée d'avoir des étapes, c'est de dire, OK, tu donnes aux gens une vidéo, et puis à la fin, ils se disent, OK, cool, très bonne vidéo, je vais aller mmh. voir la suivante. Et puis après, ils vont regarder 10 vidéos, et ils ont pris des notes, et ils n'ont un peu rien fait. Maintenant, ils ont 10 vidéos à implémenter, ils sont un peu perdus, etc. Ouais, Moi, c'était typiquement des erreurs que je faisais quand je faisais mes premières formations, où en fait, je donnais aux gens toute la valeur et je leur disais quoi faire. Mais eux, ils ne savaient pas à quel moment est-ce qu'ils devaient mettre en pause la vidéo et aller faire le truc. Ce qui veut dire qu'en fait, ils accumulaient une dette d'informations qu'ils ne savaient plus quoi en faire et ils étaient perdus. Euh, Pas parce que ce que je disais n'était pas clair, mais simplement parce qu'ils avaient attendu trop longtemps et parce qu'il n'y avait pas d'éléments. Donc je dis, OK, je vais créer. À l'époque, ce que j'avais fait, c'est j'avais créé un carnet de suivi qui était un Google Doc que tu ouais, pouvais dupliquer avec toutes les étapes. Et on te disait, OK, à cette leçon, va à la page 35 du carnet de suivi et fais cet exercice. Donc, tu allais sur ton carnet de suivi, tu remplissais ton exercice
Et une fois, on te dit, OK, maintenant, reviens à la leçon. Tac. Et donc, du coup, tu pouvais au fur et à mesure faire des exercices, remplir des éléments, créer ton document, etc. Maintenant, évidemment, tout ça est en dessous de ta leçon Schoolmaker, tu as les étapes. Ça peut soit être une étape à cocher, un truc que tu dois écrire, un document que tu dois remplir, etc. Donc, ça t'aide à te guider. Tu vois, donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai implémenté dans le logiciel ce que moi, intuitivement, me semblait bien pour ma formation que j'avais fait, que j'avais bricolé. Donc, j'ai commencé beaucoup comme ça en me disant, en fait, tout ce que moi je fais, bah déjà, mes clients qui suivent mes formations, qui sont mon premier marché, ils vont vouloir le faire dans leur propre formation. Mais mon truc, il est 100% bricolax, soit impossible à faire sans avoir une équipe, sans biduler des trucs, soit voilà. Dupliquer un Google Doc pour pouvoir le remplir et tout, c'est le bordel. Les gens te demandent permission pour... Tu l'as eu 1000 fois ce message. Les gens demandent la permission d'éditer le document principal. Pour l'éditer. Et du coup, eux, ils sont là, ils disent, ah bah merde, je suis coincé avant qu'ils me donnent la permission. Moi, je vois, bah maintenant, Jean-Michel, je vais pas te donner la permission sur le document, mais il n'y a pas de moyen de répondre. Donc, j'envoie un message à Jean-Michel. Hé, Jean-Michel, faut que tu fasses une copie et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est une expérience qui est pas bonne pour moi, pas bonne pour eux. Et puis après, ça reste un espèce de long document, tu vois, qui est pas super actionnable. Je peux pas le voir aussi, ce document. Alors qu'aujourd'hui, je peux dire, OK, je peux voir les étapes que les gens ont fait, tu peux potentiellement les corriger si tu veux. Tu peux te mettre comme correcteur. Tu peux bloquer la progression de la suite de ta formation si les gens n'ont pas rempli l'étape. Moi, c'est un truc que je fais maintenant. En fait, ça devrait être dans tous les programmes, quoi. Si les gens n'ont pas fait les étapes de la première leçon, pourquoi est-ce qu'ils passent à la deuxième? Tu vois, et parce que moi, tu sais, je suis typiquement le mec, quand tu lis un livre et qui a marqué pose le livre et fais un exercice, jamais de la vie je le fais. Jamais. Tu le fais pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de lire, laisse-moi lire, tu vois, je suis tranquille. Le problème, c'est que si les gens sont c'est bon, je regarde la formation tranquillou, ils ne devraient pas être dans une position tranquillou pendant qu'ils regardent la formation, ils ne vont pas avoir de résultats et du coup, ça ne va pas les aider, tu vois. Donc, en fait, je leur dis, bah écoute, mon gars, je t'ai fait un exercice d'écrire la proposition de valeur de ton produit. Dans le truc suivant, on va écrire les 5 bullet points pour le vendre. Si tu n'as toujours pas écrit ta proposition de valeur, on va se poser maintenant, on va l'écrire et puis après, on fera. Parce que sinon, la suite, ça va être purement de la théorie. Bref. Donc, fondamentalement, moi, tu vois, j'ai réfléchi en termes de, pour mon propre produit, qu'est-ce que je veux comme fonctionnalité, que généralement, j'ai implémenté avec du Scotch et que après j'ai fait en mieux dans Schoolmaker. Après, il y a des trucs que moi, j'ai jamais fait. Par exemple, j'ai fait très peu de live dans mon business. Parce qu'en fait, je faisais des lives et ça m'ennuyait. J'aimais pas les lives. En partie parce que j'ai un problème de décalage horaire, mais en partie parce que j'aime pas avoir un truc dans mon calendrier. Et en fait, les lives, c'est pour les gens répondre à mes questions. Bah, je peux répondre à leurs questions en asynchrone. Donc, je suis passé sur les consultations. Mais il y a quand même plein de gens qui me demandaient du live. Donc là, ce que je vais faire, c'est, OK, il y a plein de gens qui me demandent du live. Il faut que j'aille parler aux gens, de comprendre, OK, actuellement, bah, montre-moi comment tu fais. C'est quoi ton workflow? De quoi est-ce que tu as besoin? Moi, je vais prendre toutes ces informations de 5 personnes qui font du live, 5 formateurs qui font du live toutes les semaines. Je comprends, OK, combien de live il fait, quel email est-ce qu'il envoie, quelle notification il a, est-ce qu'il donne une rediffusion ou pas, quelle interaction il veut dans ses lives. Donc, par exemple, j'ai maintenant fait un système de consultation en direct où tu peux essentiellement utiliser le système de consultation pour poser tes questions pour ton live. Parce que sinon, le problème dans un live, en fait, que tu as, moi, j'ai un problème que j'avais. Quand je faisais mes lives à une certaine époque, je devais avoir un assistant qui était là avec moi pour me dire il y a une nouvelle question. Parce que le chat, les gens parlent de tout et de rien. Donc, c'est très difficile pour toi d'être en train de parler et de voir toutes les questions du chat. Mais en même temps, si tu fais un live et que tu réponds pas aux questions des gens qui sont là en live, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a un système. Donc, maintenant, on a un système où les consultations, tu peux faire ta consultation, tu la démarres, et pendant que tu es en train de diffuser ton live sur ta plateforme Schoolmaker, les gens peuvent poser plus de questions. Donc là, tu vois, c'est des éléments où je me dis, OK, bah, concrètement, tu fais un live, de quoi tu parles? Tu arrives avec des slides, tu réponds à des questions, les questions ont été posées à l'avance, les questions ont été posées pendant. Bah, du coup, je commence avec quelques questions qui ont été posées à l'avance, j'ai une petite présentation, mais après, j'ai des réponses. J'ai des questions. Comment tu fais tes questions? Bah, du coup, je check le chat et donc je fais une pause de 30 secondes pour lire le chat et voir s'il n'y a pas une question. Et il y a des questions que je zappe et donc du coup, les gens postent leurs questions à la boucle. Tous les 2 minutes, ils vont poster la même question parce qu'ils se disent, il ne l'a pas vue, donc il faut que je la poste tout le temps. Ou alors, j'ai une personne, l'idéal, c'est d'avoir un assistant qui est là et qui te fait remonter les questions. Bref, tu vois, j'essaye de comprendre le workflow des gens. Donc, quand c'est mon workflow, je fais un peu l'outil qui est de la manière dont moi je pense que ça devrait être fait, et puis après j'ajuste selon les retours des gens une fois que c'est sorti. Quand c'est pas un truc que je fais, je vais parler aux gens et comprendre le workflow et essayer de créer la fonctionnalité. Voilà. Il est rare que je sorte une fonctionnalité que absolument personne n'a demandé, mais il est fréquent que je sorte une fonctionnalité où les gens n'avaient pas pensé à essayer de le pousser aussi loin.
Par exemple, voilà, tu fais du coaching, ça serait bien d'avoir du coaching dans Schoolmaker. Mais moi, j'ai essayé de me dire, ok, explique-moi comment tu fais ton coaching, où est-ce que tu traques les sessions, si tu devais tout faire dans Schoolmaker, à quoi ça ressemblerait, ah voilà comment tu peux bundle le coaching avec autre chose que ça. Donc, j'essaye de réfléchir à quelle serait la meilleure version d'un point de vue formateur, d'un point de vue marketing de cette feature. Et après, la grande difficulté en termes de stratégie produit, c'est la priorisation. Donc, je me demande, ok, est-ce que c'est une fonctionnalité ou si je l'ajoute à Schoolmaker, il y a une personne qui n'aurait pas utilisé Schoolmaker qui va l'utiliser juste pour ça. Et il y a plein de trucs que tu ajoutes qui sont super importants, mais qui ne rempliront jamais cette fonction. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Récemment, on avait on a des clients qui veulent un certain type d'export parce que ils ont besoin de faire une certaine interaction. On va avoir un système où tu peux plus facilement poser tes questions dans la communauté versus, tu vois, c'est juste un truc. Il y a des gens, pour leur workflow, c'est mieux de poser la question ici plutôt que là. J'ai un truc qui est revenu récemment. Ok, tu es sur une leçon, tu cliques pour poser une question, on t'ouvrait directement le sujet dans la communauté. Le problème, c'est que la personne, elle se retrouve dans la communauté, et puis après, ils se disent, ah, bah, du coup, j'étais où? On nous demande, ok, est-ce qu'on pourrait ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre? C'est une fonctionnalité minuscule. Personne ne va utiliser Schoolmaker pour ce type de petites fonctionnalités qui sont très importantes pour le quotidien des clients parce que ça simplifie vachement leur travail, leur workflow, tout est plus facile à utiliser. Mais c'est pas une fonctionnalité qui est différenciante, pas une fonctionnalité qui est vendable. Donc je me demande, est-ce que cette fonctionnalité, elle est vendable? Après, tu te demandes, quelle valeur est-ce que cette fonctionnalité apporte? Donc est-ce qu'elle apporte beaucoup de valeur à un petit nombre de clients? Est-ce qu'elle apporte un peu de valeur à tous mes clients? Donc par exemple, si je rends les pages une seconde plus rapides à charger, il n'y a personne qui va utiliser Schoolmaker parce que c'est une seconde plus rapide. Mais ça apporte un peu de valeur à tous mes clients et globalement, le truc qui est plus rapide, c'est plus cool, quoi. C'est un peu mieux. Donc ça apporte quand même de la valeur en cumulé, mais c'est pas vendable. Et après, le dernier trade-off, c'est combien de temps est-ce que ça va prendre à développer? Parce que tu vas avoir des trucs, et c'est pas toujours intuitif pour un non-développeur. Tu vas dire, ok, je voudrais faire ce truc, combien de temps ça va prendre? Et on va dire 30 minutes, c'est fait. Et on va dire, ah, là c'est compliqué, ça touche à de l'infra, on a pour 3 semaines. Et parfois on va dire, là, 2 mois, t'es sûr que tu veux t'emballer. Et du coup, dans ma tête, je me dis, bon, bah si ce truc avait pris 2 semaines, ça vaut le coup pour 2 semaines. Ça prend 2 mois, je suis pas sûr que cette fonctionnalité elle en vaut le coup. Donc c'est vraiment un truc de priorisation, de trade-off de ma ressource versus la valeur que ça apporte, où tu priorises. Et du coup, bon, je vais te parler d'une fonctionnalité, hein, j'en ai parlé un petit peu publiquement, mais c'est pas encore sorti. L'intelligence artificielle dans Schoolmaker. Ce que je veux avoir. Parce que moi, c'est ce que j'ai envie d'avoir maintenant en tant que formateur. Moi, je sais pas quel est ton feeling par rapport à l'IA. Moi, je probablement dans 2 ou 3 heures par jour dans ChatGPT. Ouais. Pour chaque recherche Google que je fais, j'envoie 10 trucs à ChatGPT. Donc maintenant, aujourd'hui, moi, je fais une formation. J'ai ChatGPT qui est ouvert. Je pose des questions sur la formation. Je copie-colle. Je suis en mode, je veux poser des questions. Je vais exporter le transcript de ta vidéo pour le copier-coller dans ChatGPT pour faire. Et j'ai envie que tu me donnes tous les prompts, etc. Mais on se retrouve dans la même situation que le groupe Facebook que tu avais en 2014 ou en 2013. C'est-à-dire, tu achètes une formation chère et on t'a donné un document avec des prompts à copier-coller toi-même. Tu te retrouves à devoir exporter des machins et tout dans ton propre ChatGPT. C'est pas incroyable. Ou alors tu fais tes prompts toi-même et la plupart des gens sont pas incroyables dans le prompt engineering. Donc, ils ont d'autres qualités. Ce que tu veux, c'est que tu aies un coach directement. Tu peux appuyer sur un bouton, tu poses tes questions. Ouais. Cette IA, elle connaît toute l'information dans les moindres recoins. Elle a vu toutes tes consultations. Elle a vu tous tes sujets dans la communauté. Elle peut répondre à tout, etc. Donc là, ça serait ma vision. Bon, bah, donc là, première chose que tu vois, c'est une fois que tu commences à réfléchir aux détails de ça, tu te rends compte qu'il y a plein d'éléments à définir. Il y a beaucoup de décisions à prendre en termes de produits. C'est ce que on parlait tout à l'heure. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais plus simplement, Stan, ChatGPT est sorti en novembre 2022. On est en juillet 2025. What? Et la réponse, c'est, je réfléchis vraiment en termes de, est-ce que cette feature est vraiment, est-ce que c'est ce que les gens cherchent maintenant? Combien de temps ça prendrait de le créer? Et la valeur que ça apporterait. Donc je pense aujourd'hui que c'est un truc qui apporterait énormément de valeur en jour 1.
Tu ajoutes ça à ta formation Ouais. est instantanément 2 fois plus utile. Donc la valeur, check. Est-ce que c'est une feature qui est vendable? Oui, mais ça va demander Ouais. beaucoup de travail de marketing. C'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc. Les gens sont pas en train de chercher comment je mets de l'IA dans ma formation. Il n'y a pas une demande. Il faut un peu que j'éduque les gens et que je crée cette demande. Donc, c'est une feature qui est vendable en termes de différenciation, en termes de storytelling, etc. Il y a un truc, il y a quelque chose à apprendre et mes concurrents ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi mes concurrents n'ont pas implémenté ce truc-là aussi agressif. Je sais pas ce qu'ils ont à faire de plus important. Mais il y a un truc à faire. Alors, bref, je pense qu'il y a vraiment un positionnement à prendre et un truc et à la valeur. Donc, c'est vendable. Par contre, est-ce que quel investissement aux ressources? Investissement aux ressources, il est significatif. Et tu dis, ouais, bah, c'est juste un appel à l'API ChatGPT. Oui, mais avec le contexte de milliers d'heures de vidéos. Donc, la Bah ouais. question, c'est, il faut que je... Parce que, en gros, on m'a dit, OK, on peut faire une version 1 du truc, très simple, où, en fait, l'IA va connaître le plan de ta formation. Tu vas lui poser une question Mhm. et il va dire, la réponse à ta question est dans le module 3, leçon 15. Voilà le lien. C'est déjà Ouais. quelque chose. Ok, ça te donne un lien. Ouais. Le problème de ça, c'est que essentiellement, c'est juste une recherche sur le contenu de la formation. Ça te répond pas. Tu restes Moi, un peu sur ta faim. ce que je veux, c'est que tu sois là et tu dis, bah voilà, j'ai fait des titres de vidéos YouTube. Qu'est-ce que t'en penses? Et ton coach qui connaît la formation YouTube sur le bout des doigts, qui a vu toutes mes réponses en 10 ans de consultation, parce que j'ai importé mes vieilles consultations dans mon école Schoolmaker. Là, pour le coup, j'ai fait usage de mes privilèges de posséder la boîte. J'aurais fait démerdez-vous, migrez ça et importez ça à la Vous mano en m'apportez base de ça, vous données. démerdez. J'ai importé des années et des années de consultation parce que j'avais pas envie de les perdre. Bref, j'ai importé tout ça, tu vois. 1 heure par semaine pendant, tu vois, des centaines et des centaines d'heures de consultation qui sont là. Mon Dieu. Et en jour 1, tu as accès à une IA qui est entraînée sur tout ce contenu. Maintenant, je veux faire ça et déployer ça sur tous mes utilisateurs, etc. Tu vois en quoi, techniquement, il y a, pour que ce soit bien fait, et Ouais. pour que ça marche, et pour que ça ait tout le contexte, et que tout soit transcrit, etc. C'est un challenge. Pas insurmontable, on va le faire, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un élément de priorisation ou peut-être que parfois, ajouter un moyen de paiement, pas mal de gens demandent un moyen de paiement. Tu dis, ouais, bah, c'est quoi un moyen de paiement? Mais si les gens ont envie d'utiliser ce moyen de paiement, et toi, tu l'as pas, ils disent, bah, dommage, il n'y a pas le bon moyen de paiement. Tu vas peut-être implémenter ça parce que tu dis, bah Mm. là, il y a des clients faciles, je les débloque immédiatement. Donc là, c'est ces éléments-là. Donc ça, c'est pour te donner une idée, tu vois, de fonctionnalités sur l'IA sur laquelle moi, je travaille beaucoup. Et donc là, mon rôle, c'est de me dire, OK, bah, c'est évident de dire, tu vas mettre ChatGPT dans ta formation, c'est évident. Mais ça peut être aussi un peu nul ou ça peut être incroyable. Comment est-ce que je le rends incroyable et quels sont tous les petits détails que je dois faire pour le rendre bien? Et puis après, tu vois, c'est une chose de le faire, mais après, il faut le tester, il faut voir à quel point est-ce qu'il peut maintenir le contexte, comment est-ce que je scale ça sur tous mes utilisateurs, comment est-ce que j'itère dessus. Est-ce que, par exemple, toi, Paul, est-ce que tu peux voir toutes les réponses que ton coach a fait à tes clients? De cette manière, Mm. tu peux dire ça, c'était une bonne réponse, ça, c'était une mauvaise réponse. Est-ce que le client peut cliquer sur un bouton en disant moi, j'aime pas cette réponse IA, je veux qu'une personne me réponde directement? Et dans ce cas-là, est-ce que je lui donne un prompt? Bah tiens, si tu veux, appuie sur un bouton, je l'envoie dans les consultations. Il y a plein de Ouais. manières différentes dont tu pourrais réfléchir. C'est infini ce que tu pourrais faire, donc il faut prendre une décision, il faut avoir une vision de ton produit à ce niveau-là et le créer. Donc, tu vois, donc c'est pas trivial de passer de IA dans tes formations à la vision exacte de ce que tu veux construire. Et c'est pas trivial de passer de la vision exacte à ce que tu veux construire à la voir. Parce que ça veut dire que pendant le temps que ça va me prendre, je sais pas exactement combien de temps, mais c'est un gros bout. Donc, tu vois, pour nous, un gros bout, c'est 4 semaines et plus. Tu vois, 4, 6 Ouais. semaines peut-être de boulot sur une feature de ce type. Bah, ça veut dire que pendant 6 semaines, c'est la priorité en termes de développement, c'est de Mm. sortir cette feature. Donc, faut que j'y croie à un certain niveau et il faut que je pense que ça va faire une certaine différence. Versus, OK, bah, en 6 semaines, on peut sortir 12 à 24 petites améliorations qui ont été demandées par des clients par-ci par-là et sortir un truc qui va faire vachement plaisir à 100 clients qui ont demandé différents petits trucs. Ouais. Ça va pas changer leur vie, mais ça va les aider. Parfois, ça va les aider de manière significative sur un petit truc, ou alors je sors une grosse feature qui a un gros storytelling, mais qui a un gros investissement en termes de ressources. Et donc ça, c'est la réflexion stratégique que moi j'ai, tu vois, à ce niveau sur les produits.
Mais c'est rarement, tu vois, c'est pas si difficile que ça de trouver l'idée. La difficulté, c'est de Ouais. prendre de définir cette idée sur un truc qui va être implémenté parce qu'il y aurait plein de réponses possibles et de prendre les décisions en termes d'investissement est-ce qu'il faut avoir ça. Je peux te donner un autre exemple, par exemple, d'une fonctionnalité qui est en concurrence actuellement sur la priorisation. Actuellement, quand tu crées une école Schoolmaker, tu peux avoir des clients qui sont gratuits, mais en fait, tu vas leur donner, essentiellement, tu vas leur donner une offre gratuite. En fait, ils vont payer 0, ils vont rentrer dans l'information, ils peuvent suivre, etc. Mais tes pages de ta communauté, par exemple, ne seront jamais indexées sur Google de base une fois que l'intérieur est privé. Tu peux avoir une offre gratuite, mais l'intérieur est privé. On s'est dit, c'est con parce que supposons que tu es YouTuber et tu veux faire une communauté avec tes clients, les accompagner, etc., avec une communauté ouverte à tous, et tu veux avoir une communauté publique où les gens peuvent juste, sans créer de compte, voir des sujets de communauté. Aujourd'hui, c'est impossible sur Schoolmaker. Tu ne peux pas, si tu n'as pas de compte, tu ne peux pas techniquement voir l'intérieur de la formation. Donc, c'est un truc qu'on appelle les écoles publiques. Écoles publiques demandées par de nombreux clients qui veulent utiliser Schoolmaker dans le cadre de leur tunnel de vente pour pouvoir faire entrer les gens plutôt dans leur école. Intéressant pour nous d'un point de vue business, de deux manières. La première, c'est que si tu fais rentrer vachement plus de clients dans ton école Schoolmaker, instantanément, tu vas payer plus cher. Donc, il y a un truc de pricing direct. Ouais. Et il y a un deuxième levier qui est que ça fait des backlinks à gogo et des gens qui vont découvrir Schoolmaker parce qu'ils découvrent sur Schoolmaker, ils tombent sur la plateforme, ils cliquent. Tu vois, il y a des gens qui vont découvrir Schoolmaker parce que mes clients le montrent à plus de monde. Actuellement, mes clients montrent Schoolmaker principalement à leurs clients payants. Mais s'ils faisaient une école publique pour toute leur audience, ils ont probablement 100 fois plus de personnes dans leur audience que de clients payants. Donc tout d'un coup, voilà. C'est une fonctionnalité qui a aussi sa valeur. Alors, est-ce que c'est aussi sexy que l'IA dans tes formations? Non. Mais d'un point de vue business, il y a aussi un argument. Il faut réfléchir, OK, combien de temps ça va prendre, à quel point est-ce que c'est différenciant, à quel point est-ce que ça apporte de la valeur à nos clients existants. Voilà. Donc, moi, personnellement, je vais te dire que j'ai demandé à l'équipe de dire, je sais que l'école publique, c'est un très bon truc à faire. Essayons de prioriser le coach IA pour le moment, parce que personnellement, c'est plus facile pour moi de le vendre, donc ça m'aide plus dans mon travail de parler de Schoolmaker plutôt que de dire tu peux avoir un forum qui est public. Les gens vont dire c'est cool, mais tu vois, t'as pas changé ma vie avec ça, c'est pas révolutionnaire quoi. Mais potentiellement, en fait, il y a un argument de dire que c'est aussi important, voire plus que le coach IA, même si ça coche des cases qui sont légèrement différentes. Et des trucs comme ça, il peut y en avoir vraiment beaucoup. Une autre fonctionnalité qu'on a sortie récemment, ça pour le coup on l'a sortie. Ok, tu crées une école Schoolmaker et t'as ta client et puis t'as tes administrateurs. Tes administrateurs, ils peuvent administrer ton école, quoi. En gros, ils ont les mêmes permissions que toi en tant que propriétaire de l'école, sauf qu'ils peuvent pas changer les moyens de paiement. Ils peuvent pas tout d'un coup t'upgrader au plan le plus cher et tout, mais en gros, ils peuvent créer les formations, les supprimer, dans administrer la communauté, modérer, etc. Donc, on a une fraction de nos clients, une petite fraction de nos clients, mais qui sont des plus gros clients, ont des grosses équipes. Ils ont une personne qui est là, qui est un coach. Comment j'ajoute mon coach à mon école pour qu'il puisse uniquement voir la formation dont il est coach et qu'il puisse pas bidouiller de trucs à droite à gauche. Et ça, sur la plupart des plateformes, tu n'as pas vraiment ce niveau de permission. Donc au départ, on ne l'avait pas fait. Et on a eu de plus en plus de demandes. Ok, j'ai une personne qui est juste là pour répondre au forum. J'aimerais bien qu'il ne puisse pas voir ma liste de clients. J'ai une personne qui crée une formation. J'aimerais bien qu'il ne puisse pas voir les autres formations, etc. Et du coup, c'est peu de gens que ça concerne. Mais évidemment, c'est des gens qui ont une plus grosse organisation, donc qui peuvent payer plus cher pour Schoolmaker, qui ont des plus grosses équipes, etc. On va leur développer une fonctionnalité qui, du coup, et pour le coup, tu vois, je te parlais du trade-off entre valeur et complexité. C'est une fonctionnalité qui va toucher à tous les écrans de mon application. En gros, tu vois, tous les trucs. Donc maintenant, tu as une permission de savoir si la personne peut créer des formations ou non. Est-ce qu'il peut les modifier ou juste les voir? Est-ce qu'il peut voir la liste de clients ou non? Est-ce qu'il peut envoyer des messages privés ou non? Est-ce qu'il peut poster dans la communauté? Si oui, dans quel espace de communauté, etc. Tu peux vraiment le faire de manière très spécifique. Donc, du coup, c'est un truc qui est assez large en fait à développer. Ça couvre beaucoup de surface en termes de produits. Donc, la question, c'est est-ce que c'est plus important de développer ce truc qui va être super précieux pour une partie de nos clients s'il faut développer un truc qui va impacter plus de monde mais être moins utile, ou est-ce qu'il faut développer un truc qui va être plus différenciant comme l'IA, tu vois.
Hmm. Et c'est que des décisions comme ça, en fait, que tu prends en termes de priorisation. Parce qu'encore une fois, en fait, si tu disais, OK, bah, on a juste engagé 12 développeurs et essayer de faire tout en même temps, en fait, ça va être absolument le bazar. En particulier parce qu'il y a beaucoup de dépendances, en fait, tu vois. Donc, le truc des Ouais. permissions, il interagit avec le truc de coach IA. Et si tout le monde fait en même temps, en fait, ils vont passer beaucoup de temps ensuite à pouvoir réintégrer ce qu'ils ont fait. Donc, dans tous les cas, qui que tu sois, tu as toujours une roadmap et tu as toujours des décisions à prendre. Même si tu as levé, tu vois, 100 millions pour recruter des développeurs, tu as toujours des décisions à prendre en termes de priorisation. Et tu dois faire les choses étape par étape. Aussi parce que tu as besoin d'avoir les retours clients. Tu vois, si tu changes tout du jour au Hmm. lendemain, tu as besoin de voir les retours clients, de comprendre les gens l'utilisent, comment est-ce qu'on l'itère, etc. Donc, voilà, c'est la manière dont on prend les décisions. Et là, je t'en parle vraiment du point de vue de. Je trouve ça intéressant de comprendre en fait les effets de levier dans différents business models. Par exemple, tu vois, quand tu parles avec Paul du coup sur le trilliard, tu vois que l'effet de levier Ouais. sur son business, c'est vraiment la vélocité de lancement de nouveaux produits. À quel point est-ce Ouais. qu'il lance régulièrement des nouveaux produits. Et après, il y a beaucoup d'enjeux en termes d'opérationnel, de pouvoir maintenir des coûts qui sont raisonnables et de pouvoir prédire combien de stock tu vas vendre et de ne pas être hors stock, mais de ne pas être en surstock, etc. Et c'est une complexité, tu vois, qui est totalement euh, inédite pour une personne qui vend de la formation. Et du coup, la complexité dans le domaine du software Ok. est aussi différente de celle que tu as dans le domaine de la formation. Ok. On est comment, toi, niveau temps, là, qui nous reste? J'ai rien après, si tu veux encore continuer un peu, tu me dis. Ok. Ben, je voulais te poser quelques questions sur, enfin, c'est quoi l'avenir de Schoolmaker, tu vois? Est-ce que vous passez en anglais? Vous n'êtes pas encore en anglais, non? Ou On est en vous êtes anglais. en anglais déjà? L'application est développée depuis le Ok. jour 1 en anglais. Par Ok. contre, 80, ouais, tu peux utiliser 100% Schoolmaker en anglais. On a pas mal de gens qui l'utilisent en anglais parce que on a des clients qui sont des francophones, mais qui font Ouais. un business en anglais. Donc, ils l'utilisent Oui. avec des clients en anglais. Par contre, on a peu de clients, nous, anglophones. C'est-à-dire que bah, pour utiliser Schoolmaker, il faut en avoir entendu parler. Comme j'ai dit tout à l'heure, les utilisateurs de Hmm. Schoolmaker, c'est soit des personnes qui en ont entendu parler parce qu'ils suivent mon contenu, soit des personnes qui en ont entendu parler d'un client existant de Schoolmaker. Mais par Oui. loi de transitivité, bah, ça t'amène surtout sur des francophones. Donc, on a du marketing qui est majoritairement francophone, euh, mais l'application en elle-même est 100% en anglais, en partie parce que tous les développeurs ne sont pas francophones. Mais même au départ, quand j'avais que des développeurs francophones, je développais directement en anglais parce que c'est pas très compliqué en fait de développer une application dans dehors de langue. Euh, mais ça peut être assez chiant de le faire après. Parce qu'en gros, si tu fais en deux langues, c'est-à-dire qu'au départ, tu as prévu de chaque texte qui est affiché, tu vas dire, OK, en français, en Oui. anglais, voilà, on le définit deux fois. Oui. Si tu as développé que en français et maintenant tu veux passer en anglais, ça veut dire qu'il faut que manuellement, tu ailles retrouver tous les textes, tous les boutons de ton application et que Uh-huh. tu crées une traduction manuelle de chaque bouton. Et en fait, quand les gens font ça, tu vas t'apercevoir que bah, du coup, ils ont oublié un bouton, donc il est toujours en anglais ou il est toujours en français. Ça arrive parfois, tu vois, quand ils commencent. Ouais, parce que bah, du coup, il faut manuellement que tu Oui. développes. Donc, ça a toujours été en anglais. Après, du coup, tu vois, si un jour je passe en allemand ou quoi, il faudra refaire ce travail. Mais en fait, tout a été codé. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une variable et au lieu que le texte soit hard-codé ça sert dans la technique, mais au lieu que ton bouton soit hard-codé dans, dans le code, le texte n'est pas dans le code. Il n'y a pas marqué Oui. cliquer ici dans le code. Il y a marqué le D'accord. bouton XYZ et là, tu l'affiches dans la langue de l'utilisateur. Donc, j'ai un autre dossier, un autre Ok. document qui liste tous les textes dans la langue. Donc, le bouton XYZ, c'est ce texte-là. Oui. Donc, si demain, je veux traduire le truc en allemand, je donne à la personne le document et il peut traduire ce texte et automatiquement, ça sera répercuté au bon endroit dans l'application. Euh, voilà. Pas mal. Donc, du coup, tout le produit est en anglais. Par contre, mon marketing est principalement francophone. Ça, c'est un truc, honnêtement, là, tu touches une de mes grandes crises existentielles sur les dernières années, qui est que Ouais. en gros, j'ai fait quelques vidéos en anglais et ça marche, tu vois. J'ai fait une vidéo en anglais, elle a fait 500 000 vues et tout. Mais j'ai ma chaîne principale en français. Maintenant, j'ai ma chaîne Schoolmaker Oui. en français Oui. que je présente moi-même. À un moment donné, j'avais d'autres trucs. J'avais une chaîne qui s'appelait Iamania. J'ai eu Marketing Ouais. Mania. J'en ai deux maintenant qui sont actives, plus mon podcast. Mais j'en ai deux qui sont actives. J'ai ce truc de me dire, est-ce que j'ai envie de me relancer dans la construction à partir de zéro d'une audience? Parce qu'aujourd'hui, en anglais, j'ai que 10 000 abonnés, tu vois. Parce que j'ai fait que quelques vidéos. Je l'ai jamais fait sérieusement.
Parce que j'ai jamais réussi à me dire, je vais enregistrer mes vidéos 2 fois en français, en anglais. Je vais faire mes newsletters 2 fois en français, en anglais. D'autant plus à l'époque où je faisais de la vente de formation, où autant, tu vois, c'est facile de traduire mon produit Schoolmaker en anglais, autant traduire une formation en anglais, Une c'est formation. atroce, tu vois. De réenregistrer des dizaines d'heures de vidéos. En plus, il y a plein d'exemples qui sont en français, donc il faut que je retrouve tous les exemples. Voilà. Donc, je voulais pas faire de la vente de formation. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question de est-ce que, en fait, je fais une énorme erreur en me disant pas, il faut que je focus en premier sur le marché anglophone, parce que c'est là où j'ai le plus de potentiel. Et le marché francophone. La difficulté que j'ai sur Schoolmaker actuellement, c'est, tu sais, je te parlais tout à l'heure du plateau que j'ai pu avoir sur mes différents business de formation. Aujourd'hui, ce plateau sur Schoolmaker, il est nulle part en vue. Donc, ouais, je ne sais pas D'accord. si dans 3 ans, je suis en mode, j'arrive plus. Schoolmaker, on a plafonné. J'ai eu tous les clients, tu vois, qui sont intéressés par ce que je propose sur le marché français. En gros, tout le monde a un peu entendu parler de moi. Et soit ce que je leur propose les intéresse et ils sont avec moi, soit ça les intéresse pas. Mais tu vois, je plafonne un peu, etc. Et du coup, je me mords les doigts de me dire, si seulement j'avais commencé il y a 3 ans en anglais, en fait, du coup, je pourrais encore avoir une croissance pendant 10 ans. Ou est-ce que, en fait, c'est l'inverse? Et en fait, si je peux continuer à grossir Schoolmaker en français pendant des années, et j'ai pas besoin de me disperser à créer voilà, 2 chaînes YouTube. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que je refais toutes mes vidéos en anglais sur ma chaîne principale et toutes mes vidéos en anglais sur ma chaîne Schoolmaker. C'est pas impossible, en fait. Tu vois, c'est juste du travail. Et par ailleurs, dans mon workflow de création de vidéos, la partie que j'adore, c'est l'écriture. La partie où je suis pas un gros fan, c'est l'enregistrement. Honnêtement, enregistrer, ça m'apporte pas de plaisir en particulier. En partie parce que, tu vois, je lis un script principalement. Je préfère scripter mes vidéos. Donc, tu lis un script. Je dirais pas que c'est activement déplaisant, mais c'est très fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie. Tu as enregistré, tu as une vidéo Marketing Mania qui dure 35 minutes. Ça va me prendre 1h10, 1h20 enregistré. À la fin, j'en fais pas une deuxième, quoi. Tu vois, je suis assez rincé. C'est dense. Et du coup, tu le fais en anglais. Moi, je l'ai fait en anglais, tu vois. Et en anglais, ça me prend encore plus de temps. En anglais, ça va me prendre 1h30. Parce que je dois vachement être vigilant pour ma prononciation et tout. Et voilà. Donc, peut-être que mon rêve, tu vois, ici, c'est de me dire IA. Donc, est-ce que j'arrive à faire levier sur l'IA pour me doubler en anglais et du coup, pas avoir enregistré les trucs 2 fois, auquel cas, je débloque un truc. Parce que tu sais, moi, j'ai fait des vidéos en anglais. Il y en a une qui avait 500 000 vues, tu sais, avec mon accent français et tout. Les gens se disent, mais pourquoi ce mec a cet accent et qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais la vidéo a quand même performé. Et donc, je sais qu'il y aurait vraiment un potentiel. Mais j'avoue que je manque peut-être un peu de la motivation ou du feu sacré ou de l'envie de repartir et de pouvoir assumer, de me dire, je vais porter moi avec ma gueule 4 chaînes YouTube, tu vois. Voilà. Donc c'est la question. Donc après, peut-être que ce que je vais faire, c'est avoir du marketing qui est différent de YouTube. C'est aussi un élément, tu vois, que comme YouTube, ça m'a beaucoup porté en termes de Schoolmaker, j'ai pas totalement craqué. Actuellement, on investit beaucoup, tu vois, sur du contenu écrit, du SEO, qui est aussi du coup publié en français ou en anglais, où ça peut performer sur le long terme, etc. Donc je pense qu'il y a d'autres canaux sur le long terme. Mon meilleur canal sur le long terme en anglais, bah, ce serait l'affiliation, le bouche-oreille, etc. Mais on revient sur le problème de les 1000 premiers clients, ils vont en entendre parler où? Il faut que quelqu'un leur parle. Et probablement, ça va être moi qui va leur parler. Et tu vois, je peux pas faire le bouche-oreille à partir de zéro sur le marché anglophone. Il faut que j'ai un effet de levier de départ. Moi, j'ai beaucoup moins de questions. Actuellement, la réponse, c'est je te dirais pas que 100% de nos clients sont francophones, mais si c'est pas 100%, c'est proche, tu vois. Il y a très peu de clients qui sont pas francophones. Par contre, il y a des formations qui sont faites dans différentes langues, y compris dans des langues non français, non anglais. Il y a des formations en espagnol et tout sur Schoolmaker. Ce qui est du coup, l'interface de Schoolmaker n'est pas en espagnol, donc du coup, ça, c'est pas idéal. Ça fait partie de ces fonctionnalités où en fait, si on avait assez de personnes qui nous le demandaient, on le ferait peut-être. Mais on a peu de gens qui nous le demandent puisqu'on n'a pas de marketing en espagnol. Donc voilà, c'est comme ça. Le futur de Schoolmaker, je pense qu'on a encore beaucoup de leviers de croissance en France, mais je ne sais pas définir si je peux faire encore en France un x2. C'est clair que je peux faire un x2 ou un x3, c'est sûr et certain. Mais est-ce que je peux faire un x10? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouve mon plafond en France. Et pour cette raison, je ne sais pas encore s'il faudrait que j'investisse plus agressivement sur le marché international. Donc, pour le moment,
sur le court terme, tu vois, sur les 6 prochains mois, je suis principalement sur des actions marketing en français parce qu'il y a encore plein de canaux en France que j'ai pas Ouais. exploités. C'est aussi là où tu vois, j'ai plein de vecteurs de croissance. Là, je dois commencer à poster sur LinkedIn, par exemple. Tu vois, je postais pas sur LinkedIn du tout, jamais de ma vie. J'ai commencé à poster et on voit directement des résultats. Donc, je pense qu'il y a encore quelques canaux comme ça qu'on peut exploiter. Euh, et après ça, tu vois, à partir de 2026, il faut vraiment que je me pose une question de euh, où est-ce que je vois mon plateau sur la France et à quel moment est-ce qu'il faut que je commence à investir dans ces éléments. Parce que cette énergie que je vais investir à refaire mes vidéos en anglais, à refaire mes miniatures, mes titres, il y a des scripts qui peuvent encore marcher en anglais, mais ils sont sortis il y a 6 mois, 1 an. Donc, il y a des updates. Donc, il faut que je retravaille certains de mes scripts pour les mettre à jour. Ouais. Tu vois, donc, c'est quand même beaucoup de boulot. Cette énergie, c'est à somme nulle, mon énergie. Donc, cette énergie, elle n'est pas une énergie dans le marché français sur lequel j'ai plus d'effets domino, de flywheel, tu vois, qui va. Donc, c'est évident que de l'énergie investie sur le marché français aujourd'hui donne plus de résultats immédiats que sur le marché anglophone. Mais si tu la projettes sur le long terme, potentiellement, le calcul s'inverse. Et donc ça, j'en parle d'une manière où, en fait, c'est une question que je me pose quasiment tous les 3 mois quand je fais mon planning, de me dire Ouais. est-ce que je devrais investir plus sur du marketing anglophone. Voilà. Tant que mes chiffres continuent à monter sur le marché francophone, je ne m'inquiète pas. Mais idéalement, Ouais. il faudrait lancer le relais de croissance avant d'arriver sur Ouais. un point où tu arrives sur un plateau. Tu vois, pour pouvoir prendre la relance. Sinon, bah, du coup, tu plafonnes. Tu dis, Ouais. OK, il faut qu'on parte sur de l'anglais. Mais l'anglais va prendre Il y a un petit moment 2-3 de ans creux. avant de faire une croissance qui est commensurable, tu vois, à un truc que tu développes. Ça fait quand même 5 ans, tu vois, que j'ai lancé Schoolmaker en France. Donc, il y a quand même beaucoup plus de gens qui en ont entendu parler que des gens qui vont en entendre parler aujourd'hui en anglais, qui vont pas s'inscrire en jour 1. Ok. Et là maintenant, du coup, tu te fais focus 100% Schoolmaker ou tu fais encore un peu d'entretien des formations et de la partie Marketing Mania YouTube? Donc, je fais des vidéos YouTube sur Marketing Mania. Là, c'est aussi un élément, tu Ok. vois, où je me dis, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou non de faire des vidéos sur la chaîne principale. Donc, parce que j'ai 2 chaînes. J'ai la chaîne Schoolmaker où je fais des vidéos très pointues sur les formations en ligne. Ces vidéos prennent peu de temps à faire parce que c'est juste des vidéos où je donne des conseils. Voilà, donc ça prend une vidéo de 15 minutes, me prend 1 heure à faire. Le temps d'écrire 15 minutes de conseils et de les enregistrer face à la caméra. Mais voilà, ça fait les vidéos vont faire quelques milliers de vues sur les personnes qui ont envie aujourd'hui d'apprendre des conseils de pricing sur les formations. C'est du contenu plus pointu, logiquement moins viral, qui n'est pas conçu pour être viral, conçu pour être beaucoup plus pointu, mais qui prend beaucoup moins de temps à faire. Une vidéo sur la chaîne principale Marketing Mania va me prendre beaucoup plus de temps, potentiellement jusqu'à une semaine de boulot. Va faire plus entre 150 200 000 vues quand elle marche bien, bon plus, mais on va dire 150 200 000 vues si elle marche correctement. Mais va pas te parler d'un sujet aussi pointu parce que je peux pas faire 200 000 vues sur les stratégies de pricing Sur la pour vendre sa formation. formation plus chère. Donc ça va être des trucs sur le marketing et sur la persuasion, mais de manière beaucoup plus large, avec une analyse beaucoup plus grand public. Donc, question pour le public, est-ce qu'il vaut mieux faire... C'est évident qu'il vaut mieux faire 10 000 vues qualifiées que 10 000 vues non qualifiées. On est tous d'accord. Mais est-ce qu'il Oui. vaut mieux faire 3 000 vues très qualifiées ou 150 000 vues moins qualifiées? Autrement dit, est-ce que dans les 150 000 personnes, tu as 3 000 personnes ou plus qui sont qualifiées? Ou 3 000 personnes ou plus qui connaissent une personne qui fait des formations, qui peuvent donner conseils? Ou 3 000 personnes plus que tu peux influencer, mais qui n'auraient pas été voir tes conseils beaucoup plus pointus, etc. Il y a une place pour les deux, mais où se trouve le bon trade-off et qu'est-ce que tu dois prioriser? Donc aujourd'hui, le fait est que j'ai commencé ma chaîne Schoolmaker il y a moins d'1 an. Donc quand j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, analyse grand public, pour lancer Schoolmaker, de mémoire, la vidéo avait fait en une semaine de l'ordre de 60 ou 65 000 vues, ce qui était à l'époque pas une performance incroyable. Logique parce que c'était un peu plus pointu, c'était une vidéo de vente. Ouais. Mais ça avait généré plus de 300 000 euros de pré-vente. Donc, je sais, et parce qu'après, toute la croissance que j'ai eue ensuite venait de mes vidéos, entre guillemets, grand public, virales sur YouTube. Donc, je sais que ça marche et qu'il y a du client ici. Donc, pour le moment, je continue cette chaîne parce que jusqu'ici, c'est ce qui a marché.
je teste du contenu plus spécifique sur la chaîne ScoMaker et je teste de plus en plus d'autres canaux marketing où je me dis, OK, bah, au-delà de YouTube, où est-ce que je peux aller chercher les gens en supposant que y a plein de gens qui regardent pas YouTube. Les gens qui regardent YouTube, probablement, je suis assez Mm. bon pour les toucher, mais il y a plein de gens qui regardent pas YouTube et que je peux toucher autre part. Tu vois, Instagram, par exemple. Quand j'avais fait à un moment donné des shorts sur Instagram, là, pour le coup, Ouais. c'était du viral plus 2000. Hein. C'était les vidéos dont je parlais tout à l'heure sur YouTube. Vraiment, j'avais Oui. fait, sur YouTube, j'avais fait, je crois, plus de 30 millions de vues en 30 jours. Sur Instagram, moins. Mais j'avais fait, sur Instagram, je partais de zéro. Et j'avais quand même fait beaucoup d'abonnés. Et certaines vidéos faisaient 50, 100 000 vues, tu vois, alors que je partais de zéro en 30 jours. Donc je me dis que c'était pas mal. Mais après ça, j'ai abandonné. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas du trafic qui était particulièrement qualifié. Donc, est-ce qu'il y a une place? Est-ce que, tu vois, Instagram est une bonne plateforme pour vendre du SaaS? Peut-être, peut-être pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore pas mal de canaux à Ouais. explorer. Il n'y a pas de raison de penser que ça ne pourrait pas être fait. Donc, petit à petit, là, je pense que LinkedIn, c'était plus évident que Instagram. Donc, j'ai commencé par là. Mais encore plein de trucs à faire sur ScoMaker parce que, en gros, ça fait 3 mois, 4 mois, on va dire. Ouais, ça fait 3 mois que je suis vraiment full-time sur ScoMaker. Parce qu'avant, j'avais, tu vois, des gros lancements de formation que je faisais tous les mois. Et donc, quand tu fais des gros lancements de formation, bah, pour le coup, là, moi, je passais 1 à 2 semaines chaque mois sur un lancement. Tu additionnes avec une semaine sur ma vidéo YouTube, sur la chaîne principale. Et après, bon, il y a toujours des trucs, des tâches à faire, etc. Ça ne laissait pas du full-time sur ScoMaker. Donc, du coup, il y avait moins d'actions marketing. Moi, je suis en train vraiment de tester de plus en plus de canaux parce que j'ai beaucoup plus de temps à investir dedans. Donc, il y a encore beaucoup de marge à avoir de croissance sur du marché francophone. Voilà. Et après, je pense que ce qui serait pas con de ma part, ce serait de trouver un Mhm. moyen d'appeler Aurélien Hamaker, qui a fait le même, Ouais. donc System.io dont on parlait tout à l'heure. J'avais été en contact avec lui il y a très très longtemps. Il faut que je vois s'il a encore le même email qu'en 2014. Parce que lui, c'est un ancien du web marketing de l'époque qui a fait un très beau site avec System.io. Et je sais qu'à un certain point sur System.io, il a un peu atteint le plafond sur son marché français et il a été sur le marché international. Il y avait un bon moment pour le faire. Tu le fais trop tôt, tu dilues tes efforts et tu ne tires pas à maximum partie de ton avantage sur le marché francophone. Tu le fais trop tard, tu es en retard sur le reste. À quel moment est le Ouais. bon point de bascule? Où se trouve le plafond sur ce marché? Dur à dire, tu vois, dur à dire. J'ai essayé de faire des recherches, tu vois, sur différentes entreprises qui ne se sont pas diversifiées. Par exemple, LearnyBox, qui est un peu un précurseur de ce type de truc. Jusqu'où est-ce qu'ils ont été? Et donc, j'essaye d'estimer, de dire, OK, ils ont été jusque-là, mais ils n'ont jamais été jusque-là. Donc, probablement, ils ont fait un plafond entre les deux. Quand j'approche de là où ils ont, tu vois, j'essaye de calibrer ça, mais c'est pas évident parce que c'est assez difficile de calibrer la taille d'un marché exactement et de savoir quel pourcentage de ce marché tu peux capturer. Parce que comment est-ce que je sais, tu vois, quel pourcentage du marché fondamentalement sera sensible à ma proposition de valeur versus à une autre. Tu vois, c'est difficile de le calibrer. Donc voilà, c'est toutes mes réflexions. Là, je te partage un peu en live, tu vois, mes Ouais. interrogations que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont. Hein. Ça reste l'interrogation fondamentale de est-ce que je reste sur ce que je fais? Est-ce que j'essaie de faire un truc plus gros? Est-ce que je continue? Est-ce que je pivote? Jusqu'où est-ce que mon business peut scaler versus où est-ce que je vais plafonner? Tu n'as jamais la bonne réponse. Et donc ça, c'est que toujours, tu essaies de prendre la meilleure décision avec les informations imparfaites que tu peux posséder. Quoi. Ok. Pas mal. Merci beaucoup. Je voulais te poser aussi 5 petites questions. La Vas-y, règle bien du sûr. jeu, c'est que tu réponds en 30 secondes max. C'est des Ok. trucs plus ou moins dans le sujet. Moi, ça me faisait rire et ça m'intéressait de savoir ça sur toi. Ok. Euh, donc, tu as volontairement arrêté le business, enfin, réduit du moins le business ultra rentable de la formation. C'est quoi pour toi aujourd'hui le luxe en tant qu'entrepreneur? Un truc de luxe qui te fait kiffer. Ton luxe à toi, quoi. Pour moi, le fait de ne rien avoir sur le calendrier. En Ok, général, je fais des appels le lundi et le reste de la semaine, mon calendrier est vide. C'est le truc que je préfère. trop bien. Qu'est-ce que le Stan Leloup d'aujourd'hui, il trouve ridicule dans les conseils de Stan de 2015, du coup? Je pense que par le passé, j'avais une vision trop petite des choses. Par le passé, je me dis, bah ouais, mais si tu peux faire genre 100 000 euros par mois, t'es vraiment un boss en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que une PME, je crois en France, la définition d'une PME,
c'est genre 30 millions par an. En dessous de ça, Oh, t'es même pas une PME, t'es une TPE. ok. Ou peut-être qu'une PME, c'est jusqu'à 50 millions. Mais bref, tu vois, en fait, tu te rends compte que à l'échelle de l'économie, tous les business par lesquels j'étais obsédé et je pensais que c'était des trucs de ouf, en fait, étaient rikiki. Euh, et ça, je m'en rendais pas compte. Tu vois. J'étais impressionné par des trucs. Et moi-même, tu vois, je me mettais des objectifs et tout, qui étaient en fait assez petits. Et c'est pas grave de viser petit, tu vois, c'est pas grave de dire, OK, j'ai envie d'avoir un business où je peux gagner X et tout. C'est pas grave. Mais en fait, penser que parce que t'en es arrivé là, tu vas être, Ouais. tu vas être important et t'es gros. En fait, non, t'es encore tout petit. T'es encore un Paul, petit. dans le Trilliard, avait un truc incroyable. Il me dit, en fait, t'es un peu le plus grand des nains. Et c'est exactement ça. T'as Mm, as c'est cartonné vrai. ton business model de vente de formation sur le marketing, qui est à l'échelle de l'économie un tout petit truc. Même à l'échelle, tu vois, des business Amazon qui peuvent exister, c'est petit. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, je comprends ça, mais à l'époque, je le comprenais pas. Et donc, je me dis, mec, ouais, tu penses que ce truc-là, c'est incroyable, mais en fait, c'est cool, mais c'est petit. Ok. C'est quoi le plus dur? Créer un SaaS ou créer une audience? Je pense que bah, moi, j'ai l'avantage de créer un SaaS grâce à l'audience. Grâce à Je l'audience, ouais. pense que globalement, c'est plus facile de créer une audience euh, parce que tu as tellement de leviers en fait de persuasion, d'acquisition, etc. Alors que le SaaS, il y a vraiment ce côté de dire euh, les gens ont un certain nombre de besoins et ils ont déjà potentiellement un outil qui répond à leurs besoins. Et est-ce que tu vas vraiment faire mieux que tu trouver un positionnement qui est unique, etc. Tu vois. Demain, tu peux prendre un influenceur et dire, OK, je vais faire du contenu un peu comme cet influenceur, marrant, etc. Et tu peux toujours créer une audience, tu peux toujours... Tu vois, c'est plus facile, à mon avis, de créer un concurrent à ma chaîne YouTube en disant, je vais faire des analyses marketing, parce que moi, je n'ai pas fait toutes les analyses marketing au monde. Tu pourrais faire mon même format, mais sur d'autres domaines et probablement construire une audience au fil du temps, versus essayer de créer un concurrent à Scoomaker. Bah, il faudrait que tu trouves un truc mieux que Scoomaker ou pour une audience différente. Je pense que c'est quand même plus difficile. Pour l'audience, c'est plus facile que ce que les gens croient de capter une audience parce qu'il y a il y a moins d'avantages pour les personnes en place. Un YouTuber en place, tu Ouais. peux venir le concurrencer sur la même plateforme, c'est le même taux de clic, etc. Tu peux vraiment venir concurrencer. Un SaaS en place, c'est plus difficile de venir le concurrencer parce que bah, même si ton produit est mieux, les gens qui sont habitués à un produit, qui ont toutes leurs données dessus, ils vont pas forcément switcher. Ok. Si tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et attention, petit challenge, c'est que tu n'as pas le droit de montrer ta tête. Parce que ta tête, elle est déjà connue. Du coup, ouais, Ouais. tu peux vendre un peu via ta tête, je pense. Donc si tu peux pas montrer ta tête, soit tu changes ta tête, soit tu le fais anonyme. Comment tu recommences? Donc si je partais maintenant avec toutes mes compétences, Avec toutes tes compétences, sauf ta tête. ouais. Donc si j'avais toutes mes compétences sauf ma tête, ce que j'essaierais de faire, c'est créer un SaaS basé sur de l'IA. Donc ce que j'essaierais de faire, c'est trouver un besoin spécifique sur lequel je peux créer un outil qui répond à ce besoin avec de l'IA. Donc par exemple, tu vois, si vraiment je veux aller super niché, je vais aller voir les comptables et dire, OK, bah, comment est-ce que vous Ouais. faites votre onboarding client? Comment est-ce que vous faites vos appels de vente? Comment est-ce que vous faites votre gestion? Quel message que vous envoyez avec vos clients? Tous les éléments que vous faites de manière manuelle, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une étape dans cette pipeline que je peux faire avec l'IA? Donc peut-être que je peux créer un assistant IA pour les comptables où quand tu débarques chez un nouveau comptable, bah, au lieu que le comptable il t'envoie 50 000 emails pour te demander tous les documents, j'ai créé un workflow où le client upload ses documents, l'IA le guide, lui pose des questions, le relance, machin. Et j'ai juste créé un SaaS où je dis tout comptable. Aujourd'hui, voilà, vous pouvez économiser jusqu'à 1 heure de travail par client que vous faites rentrer. Si vous faites rentrer 50 clients par mois, bah, ça vous fait économiser 50 heures. Venez payer pour ce truc-là. Et ça, je t'ai parlé de vibe coding tout à l'heure, de le faire avec Cursor. Je suis assez confiant que même tout seul, j'arriverai à créer une première version de cet outil qui peut être fonctionnel et qui apporte de la valeur. La difficulté ici, c'est de comprendre le besoin du client. Parce qu'évidemment, là où je suis Hmm. aujourd'hui, je suis incapable de dire quel est le besoin d'un comptable. Et peut-être que c'est pas le comptable, ce que je veux avoir, c'est autre chose. Peut-être que c'est les dentistes, les avocats, les closers, les gens qui font de la pub sur Facebook, les agences marketing, les agences SEO. Il y a une espèce de niche où je me dis, je vais essayer de créer un outil sur un workflow particulier
qui utilisent l'IA, alors que eux, ils auraient très bien pu faire en fait, en essayant d'automatisant les trucs avec Zapier, avec machin, ils auraient pu le faire eux-mêmes, mais ils vont pas prendre le temps de le faire eux-mêmes, ils préféreraient payer un abonnement à 100 € par mois pour l'avoir. Et je me dis, voilà, si ce truc-là, je peux euh, contacter des gens un par un, développer mon petit truc, même si mon outil il est ultra pointu, je peux peut-être avoir 100 clients. Si j'ai 100 clients à 100 €, ça fait 10 000 €, tu vois, ça va me permettre de payer mon développeur, etc. C'est probablement le moment où moi, personnellement, je partirais. Pourquoi? Parce que le reste, je l'ai un peu fait. Je pense pas qu'aujourd'hui, si je montrais pas ma tête, je me dis, je vais essayer de redémarrer une audience ou je vais essayer de redémarrer des formations qui sont dans l'absolu une bonne manière, je pense, de faire. J'essaierai voilà, de partir directement sur un SaaS. Et comme j'ai pas d'audience, il faudrait que je trouve une niche ultra pointue à laquelle vendre. Et comme j'arrive en 2025, probablement le faire via l'IA. Et de dire, OK, comment est-ce que j'incorporerai Claude ou ChatGPT dans le workflow de telle personne et lui donner un outil qui le fait pour lui. Ok. Et dernière question, est-ce que tu en as déjà eu marre au point où tu t'es dit je veux tout vendre, j'arrête et je vais vivre dans la forêt, tu vois, ça me saoule. Très souvent. Ok. Ouais, très souvent. Parce que moi, pour moi, tu as l'image du type très stable, tu vois, toujours sérieux, tout ça. Je me dis, punaise, ça a l'air simple. Et moi, c'est le bordel tous les jours un peu. Ah non, Donc ça me c'est le rassure bordel. Et de très dire ça. souvent, j'ai cette impression de... Et en partie, tu vois, mon truc de me refocus sur Schoolmaker, c'était en mode... Ouais. J'en ai marre de ce que je fais. J'ai l'impression que dans 5 ans, je ferai la même chose. Je vendrai les mêmes formations avec la même proposition de valeur en faisant les mêmes vidéos. Autant arrêter tout de suite parce que si c'est comme ça, tu vois, qu'est-ce que je fais, quoi. Et je me dis, ok, bah, plutôt que de prendre cette décision extrême, est-ce qu'il y a une décision assez radicale, mais 50% moins extrême, qui est de réfléchir, voilà, qu'est-ce que je peux récupérer dans ce que j'ai fait. Je me dis, ok, il y a quand même l'audience qui a énormément de valeur, et il y a quand même Schoolmaker qui a énormément de traction et de croissance. Et pour moi, c'est un changement assez significatif dans mon quotidien, et c'est une simplification énorme, en fait. Tu dis partir vivre dans la forêt, mais entre jongler tout ce que je jonglais avant, notamment l'année dernière, c'était de la dinguerie, parce qu'en fait, l'année dernière, tu vois, je faisais mes ventes de formation, on avait tout un tunnel de vente avec ads et closing qu'on devait Ouais. gérer, qui est en business à part entière. Hein. Il y avait plus de monde qui bossait là-dessus que sur Schoolmaker. Enfin, c'était Oh. une grosse machine. J'avais Iamania que j'avais en autre chaîne YouTube sur laquelle j'avais mis des gens et tout. On avait un autre business de formation qui tournait, Iamania. Et moi, j'avais tous ces trucs et je gérais tout en même temps. Et généralement, il y a trop de vecteurs en fait de problèmes, de trucs. Il y a toujours une personne qui va pas, un truc qu'il faut résoudre et tout. Qu'est-ce qui se passait si je simplifiais radicalement mon truc? Qu'est-ce que je ferais? Ça a du sens de se focaliser sur Schoolmaker pour toutes les raisons que j'ai dit sur le produit et sur l'avantage de faire du SaaS. Qu'est-ce qui se passerait si toute ma journée, ce que je faisais, c'est que je regardais et je me dis comment je peux avoir plus de clients pour Schoolmaker? Et c'est ma seule question. Et la vie devient simple en fait. Parce que le produit, je le connais sur le bout des doigts. J'ai pas besoin de le réinventer tout le temps. Il change, le produit, il évolue, mais tu vois, je le réinvente pas. C'est pas comme une formation où tu dois trouver une nouvelle offre et quoi. Ouais. Le message, je connais, je comprends le client. Et en fait, c'est juste de me dire comment est-ce que je propage ce message et comment est-ce que je me concentre au lieu d'avoir 5 trucs différents, tu vois. Ok, bon, ce mois-ci, le lancement qu'on a fait, il n'a pas trop cartonné. Par contre, on a eu un très bon mois sur le tunnel de vente. Et pour le coup, sur le truc IA, je suis un peu inquiet, mais je pense qu'ils ont une bonne opportunité. Et là, sur Schoolmaker, c'est cool, tu vois. Il y avait trop d'éléments différents. Alors que là, aujourd'hui, je me dis, Oh. ok, le chiffre que je regarde, c'est le MRR, tu vois, le revenu récurrent. Mm. Il y a une métrique qui impacte le MRR principalement. Enfin, il y en a deux. Il y a le taux de churn, donc le nombre de personnes qui partent. Et l'autre, c'est le nombre de nouveaux et c'est gratuit. Donc je me dis, ok, comment est-ce que j'améliore le produit pour que les gens ne partent pas? Et comment est-ce que je fais pour que plus de gens essayent Schoolmaker? Parce que je sais que si les gens Ouais. essayent, je sais exactement combien de pourcentage vont prendre un abonnement. Et donc je me dis, ok, comment je fais plus d'essais gratuits? Et c'est tout. Et donc la vie est devenue beaucoup plus simple en conséquence, tu vois, de ce feeling de me dire, en fait, j'ai trop complexifié, j'essaie de faire trop de trucs différents. Et en fait, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, mais il y en a toujours un qui marche pas et j'ai toujours un truc qui me revient sur la tête. Et en fait, j'en avais marre. Et je me suis dit, je vais tout bazarder, sauf un truc, en fait. Tu vois, c'est un peu ce Ok. fantasme. Je me suis arrêté juste un cran avant d'habiter dans la forêt, mais juste un cran, en fait. C'est pas une grande différence. On était presque à la forêt. J'étais presque à la forêt. Ok. Trop bien. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter un point sur Schoolmaker, sur Marketing Mania, sur ce que tu veux? Bon, on a beaucoup parlé du produit, donc je pense que les gens ont une bonne idée, mais l'idée, c'est que Ouais. Schoolmaker, c'est une plateforme de formation qui sert à rendre vos formations plus faciles à vendre
en ajoutant toutes les fonctionnalités dont vous pouvez avoir besoin pour avoir des produits premium, comme la communauté intégrée, le coaching, les lives, les consultations, qui sont moi aussi ma fonctionnalité préférée, même si elle est parfois dure à vendre. Donc, si ça intéresse les gens, il y a un essai gratuit de 14 jours sans Ouais. engagement. Ils peuvent aller sur schoolmaker.co. .com, pourquoi je dis .co, schoolmaker.com. Ou alors utiliser ton lien d'affilié si tu veux le mettre dans la Ouais, description. je vous les mettrai en dessous. Trop bien. Bah, Merci à merci beaucoup, toi Stan. pour ton invitation dans ton émission. C'était un plaisir de discuter avec toi. Tech. Ça a été, je sais que peut-être que j'ai un peu Ouais.